je remercie les invitants de donner l'occasion d'expliquer une fois de plus qu'on est vraiment dans un drame médical, en plus des autres, mais particulièrement médical par la disparition de la possibilité pour les médecins et les soignants, mais particulièrement pour les médecins qui doivent quand même prescrire les meilleurs traitements, la disparition de la liberté de soigner. La disparition de cette liberté soignée entraîne des tragédies permanentes dont malheureusement la plupart des gens, et je vois avec les mails que je reçois régulièrement, ne s'aperçoivent de la réalité des choses que lorsqu'ils sont concernés. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on m'envoie un mail, mon neveu est à Bordeaux, il a un ostéosarcome, voilà, on me propose un traitement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce que j'ai lu les travaux, etc., que vous avez publiés et d'autres? Où puis-je faire ces traitements-là? Et je réponds, écoutez, dans l'état actuel des choses, il y a un monopole du traitement. Et ce monopole du traitement, évidemment, est fondé sur des traitements, sur des schémas thérapeutiques qui sont plutôt des essais thérapeutiques, mais en tout cas, c'est uniformisé et absolument pas individualisé. En gros, ça fait perdre des chances, par exemple, pour le mail que j'ai reçu ce matin pour un jeune homme de 23 ans qui a un ostéosarcome du péroné, qui était quelque chose qu'on savait guérir 90%, en gros, probablement, il va descendre à 50% de chances de guérison. Et honnêtement, je n'ai pas de solution à lui proposer en France. Donc on en est là. Hein, c'est du concret, c'est pas des illusions. Et bon, j'ai comme ça à peu près 3-4 mails par semaine où je suis dans l'impasse absolue pour répondre aux gens parce qu'il n'y a plus de liberté thérapeutique, que tous les traitements sont complètement homogénéisés et vous faites. Alors vous dites je suis à Bordeaux, est-ce que je monte à Paris? Je suis à Paris, est-ce que je vais de tel hôpital à tel hôpital? Non, c'est pas la peine. De toute façon, c'est uniformisé. Et c'est vraiment un problème majeur. C'est pour ça qu'on a essayé de faire ce petit bouquin avec mon mari là, en début d'année scolaire, pour essayer que les gens aient un document dans la main pour arriver éventuellement à aller voir leurs candidats, voir leurs futurs députés, etc., pour qu'ils aient les arguments pour dire on est en perte de liberté de soigner. Et voilà quand même quelques mesures qu'on peut faire pour retrouver cette liberté soignée, pour redonner aux gens le droit d'être soignés en France. En gros, en 2000, je leur dirai sûrement, mais en 2000, en 1998, on était premier rang mondial du système de santé sur tous les points, c'est-à-dire il y avait tant la couverture universelle, c'est-à-dire tous les gens en France, qu'ils soient président de la République ou SDF, ils étaient, quand ils arrivaient à l'hôpital, ils étaient aussi bien soignés, les uns que les autres, et puis surtout comme efficacité des traitements qu'on proposait, parce qu'il y avait une possibilité large, une palette large, et les médecins pouvaient utiliser les meilleurs soins en fonction des données acquises de la science. C'est plus le problème. Actuellement, donc, j'avais mis une photo du Titanic. Donc, effectivement, en ce moment, nous voulons vous informer pour que vous essayiez de nous aider tous les uns les autres, un peu partout, à résister, parce que sinon, notre liberté de soigner, j'ai mis en voie de disparition sur la diapo, mais je peux dire qu'elle a disparu. Elle a disparu. Moi, je suis cancérologue. Franchement, je suis retraitée depuis 2 ans, mais honnêtement, je ne savais pas que je serais contente d'être retraitée parce que comment faire aujourd'hui quand vous avez un patient en face de vous, qu'il faut lui proposer le meilleur traitement? Vous connaissez ce meilleur traitement, alors il y a des choses qu'on ne connaît pas, c'est encore le moins grave, à la limite quand les malades sont incurables et qu'on n'a pas de solution, c'est moins dur qu'il n'y ait plus de liberté de soigner. Mais quand on a une solution, quand on a expérimenté pendant 20-30 ans des traitements qui marchaient et qu'on n'a plus le droit de les donner, qu'on n'a aucun endroit, on n'a pas d'adresse à leur donner. Moi là je vais aller en Suisse en fin de semaine, ça fait 2 ans et demi que je suis à la retraite, 2 ans et demi qu'on essaye de trouver un endroit pour soigner nos patients, et les futurs patients, avec les meilleurs soins possibles. Et on ne trouve plus, on ne trouve pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas. En France, ça n'existe pas puisque les gens n'ont pas le droit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des médecins capables de le faire, ne serait-ce que mes collègues d'ailleurs, qui ont été licenciés comme des malpropres. Ça faisait 30 ans qu'elles étaient là, elles savaient parfaitement faire les traitements qui marchaient. Il y a encore des médecins probablement qui savent, parmi les vieux, parce que les jeunes, on ne leur apprend plus. Hein. Donc ça, c'est gravissime aussi. C'est qu'il y a une perte de liberté de soigner, mais il y a en même temps une perte de savoir et une perte de savoir-faire, puisqu'on n'enseigne plus les choses aux jeunes, puisqu'on leur dit, de toute façon, c'est comme ça, il faut appliquer, il y a les recommandations, les injonctions qui viennent de là-haut, du ministère, enfin, pour le cancer, par exemple, c'est de l'Institut national du cancer, pour l'ensemble des spécialités, c'est la Haute Autorité de Santé,
vous appliquez les injonctions, et si vous n'appliquez pas les injonctions, un jour ou l'autre, on vous fait la peau. C'est-à-dire qu'on vous fait disparaître, on se débrouille pour que vous n'ayez plus les possibilités de soigner. Donc effectivement, notre liberté de soigner a été détruite à travers des lois depuis une trentaine d'années. Alors ça se fait subrepticement, hein, ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain, parce que les Français n'auraient peut-être pas aimé qu'on leur dise non, vous n'avez plus le droit qu'on vous soigne. Donc c'est pas comme ça qu'on l'a fait, hein. Par exemple pour la cancérologie, on a dit on va faire un plan cancer, ça va être formidable, le plan cancer contre le fléau du cancer. Il n'y avait pas de fléau du tout, hein. Au contraire, quand on a commencé le plan cancer dans les années 2000, on va dire, on augmentait de 1% par an depuis 30 ans les taux de guérison des cancéreux globalement. En 1985, on guérissait 80% des enfants atteints de cancer et 50% des adultes atteints de cancer. Et ça s'améliorait d'année en année. Donc les patients ne réclamaient pas un plan cancer. Bon, ils réclamaient. J'avais été aux états généraux du cancer avec Kouchner en 98 par là. Bon, en gros, ils disaient on n'a pas de soins psychologiques, on n'est pas bien suivi pour tout ce qui est autour, quoi, si vous voulez. Bon, les prêts pour acheter un appartement quand on a été cancer, etc. Mais en fait, ils réclamaient des choses qui étaient autour du cancer et pas du tout qu'on modifie les prises en charge. On pouvait les améliorer, certes, on pouvait faire tout psychologique, tout ce qu'on voulait, mais on pouvait rendre les perruques gratuites, trucs comme ça, mais en gros, c'était pas les soins du cancer. Or, ils ont cassé les soins du cancer avec les plans cancer pour nous obliger à faire tous pareil. Et le traitement, donc ça a été carrément un changement de paradigme, c'est écrit comme ça. En 2012, j'ai eu un peu de temps, je me suis cassé la jambe, j'ai eu un peu de temps, j'ai fait tous les articles de loi qui ont régi finalement cette modification du traitement du cancer. J'ai fait ça s'appelle le cancer un fléau qui rapporte, et je veux dire que j'étais ahurie, j'avais beau être dedans, voir comment ça se passait, mais ahurie de voir que c'était écrit en toutes lettres dans les documents de réflexion du plan cancer, du haut conseil de surveillance, etc. Enfin, en gros, il disait il faut changer le paradigme, oubliez en gros ce que vous avez appris, et maintenant vous allez faire autrement. Vous oubliez les rangs de l'intérieur et on va vous donner les recommandations pour soigner les cancers. C'est exactement les traitements qui marchaient, ça a été considéré, et les gens qui ont pu avoir des contacts avec des cancérologues dans l'Axe, de toute façon s'ils ne sont pas, ils vont disparaître, à qui on a dit non, les vieux traitements c'est ringard, c'est dépassé, machin, voilà. Et pourtant, effectivement, ils marchaient. Hein, c'est ce que j'appelle les traitements éprouvés. Les traitements éprouvés, c'est quoi? C'est les traitements qui ont été publiés dans des revues internationales, qui ont été discutés en congrès internationaux, etc., où tout le monde se mettait d'accord pour dire que ça marchait. Eh ben non, c'est trop. Dans les années 2000, ils ont commencé. Alors ça s'est fait discrètement, c'est-à-dire qu'au début, on vous a dit on va faire un bois, l'Institut national du cancer, qui a dû nous coûter les yeux de la tête au passage. On a mis plein de bureaucrates là-dedans. Médecins, pas médecins d'ailleurs, mais enfin des médecins qui deviennent bureaucrates, des cadres de santé qui disent oui, une fois que vous êtes dans une maison, vous ne faites plus que la bureaucratie, même si vous avez un jour fait de la médecine, c'est peut-être un peu mieux, mais en tout cas, vous devenez quand même bureaucrate. Donc, en fait, on s'est mis vraiment à chercher dans les gestionnaires, le fameux tournant gestionnaire de la fin du XXe siècle et du début de celui-là. On est rentré dans une médecine qui était une médecine de soins, on est passé à la médecine marchandise en fait. En gros, c'est quand même ça, faut être clair, on est passé de la médecine de soins à la médecine marchandise, et il fallait trouver des techniques pour que l'argent qui allait à la sécurité sociale, qui était de l'ordre de 149 milliards d'euros à peu près à l'époque, dans les années 2000, soit augmenté depuis, fallait pas que ça échappe à la bourse, quel dommage tout de même, ça a échappé à la bourse. Donc il fallait remettre ça dans les circuits normaux. Les mutuelles, les mutuelles qui étaient des vraies mutuelles qui assuraient vraiment les gens, elles sont remplacées par des assurances cotées en bourse également. Et donc tout a été fait pour essayer de transformer en marchandise. Alors comment ça s'est fait? C'est fait grâce à l'alliance des pouvoirs médicaux et politiques, et je vous ai mis, vous regarderez sur le diaporama, un joli livre fait par le professeur Goetsch, qui s'appelle Deadly Medicine and Organized Crime. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, quoi, le crime organisé. Je vous ai mis les deux, le livre a été traduit en français par les Canadiens. Je vous ai donc mis les deux versions. Et ce livre est quand même terrible, crime organisé quand même, hein, médecine mortelle, crime organisé, c'est pas, j'aurais jamais osé mettre un titre comme ça sur un de mes livres, si je me serais fait fusiller, mais là c'est
Peter Gutsch, professeur de Gutsch, c'est un Danois qui est président du grand réseau Cochrane international. Le réseau Cochrane, c'est quoi? C'est un réseau qui fait ce qu'on appelle les méta-analyses, qui reprend tous les articles publiés sérieux, médicaux, c'est scientifiques, publiés sur un sujet, qui les met tous ensemble et qui regarde. Et en gros, il a écrit ce bouquin et c'est assez dur à lire ce livre, indépendamment de l'anglais, même en français. C'est assez dur à lire parce qu'en gros, il écrit, parce que maintenant on commence à connaître bien, puis à écrire aussi partout, mais quand même que la première fois que vous dire, en gros, que toutes les molécules qu'on vous met sur le marché à 5 000 €, 10 000 € le mois, sont évidemment purement du marketing, du fric, et qu'elles ne marchent pas, et qu'en plus, ça a l'inconvénient majeur. Déjà, on vous met des molécules qui ne marchent pas, qui ont des effets secondaires qu'on n'a pas eu le temps de voir arriver, puisqu'elles ont été testées de façon tellement courte, on pourra en parler tout à l'heure, que on n'a pas le temps de voir les effets secondaires, et en plus, on vous donne pas les traitements éprouvés. Donc tout ce qu'on savait guérir avant, on l'utilise plus, et on vous met des traitements qui marchent pas, qui de temps en temps, puisque vous devenez de fait cobaye, éventuellement vous tuent, c'est les fameux cancers foudroyants qui ont remplacé les cancers longue maladie. On tue après le traitement. Avec le traitement. Oui, il faut d'abord consommer les 100, 200 ou 300 000 €. Bah oui, mais enfin ça va vite au prix où ça coûte. Avec Big Pharma, voilà, il fallait que les pouvoirs politiques se sont associés au pouvoir médical pour nous imposer des stratégies thérapeutiques. Alors on vous a vendu c'est formidable, le génome, donc ça vous voyez, c'est la fin des années 95-2000, le génome, on va vous individualiser votre traitement. Mais non, c'était plus votre traitement. Avant, on individualisait le traitement sur le monsieur qui est en face de moi, avec son poids, sa taille, ses antécédents, sa vie familiale, ses envies, son ressenti, etc. Non, là, ils veulent individualiser officiellement en fonction d'une mutation sur une cellule de votre tumeur. C'est même pas l'ensemble de vos cellules, parce qu'on sait bien que toutes les tumeurs sont hétérogènes et que chaque cellule, elle va, peut-être pas chaque, mais enfin, il va y avoir des groupes de cellules qui vont avoir des mutations différentes. Et on dit, on va utiliser une molécule qui va cibler cette cellule, et ça va être la merveille des merveilles. Alors je vous ferai remarquer qu'on est déjà en 2017, et ça fait quand même 20 ans qu'on attend ces miracles-là, qui en gros n'ont pas existé. Bon, le Glivec a marché dans une maladie, c'est à peu près le seul, ce qui est paru au début des années 2000, on va dire. C'est à peu près la seule molécule nouvelle qui a servi à quelque chose. Après, malheureusement, ils l'ont utilisé pour tout le monde tout le temps. Et ils ont augmenté les prix, et ça dans toutes les maladies où ça ne sert absolument pas. Et puis l'Herceptine qui à la limite vous aide à sauver peut-être 2 femmes sur 200 maximum, si on prend l'ensemble des femmes atteintes du cancer du sein. Et par exemple, l'Herceptine, c'est quand même 6 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires mondial. Pour quelque chose qui peut-être vous sauvez 2 femmes sur 200 de cancer du sein, mais qui va en tuer d'autres qui n'en auraient pas eu besoin, parce qu'éventuellement il y a une toxicité cardiaque et qu'on n'a pas fait attention qu'elle a été irradiée sur le sein gauche, etc., et que donc elle a une fragilité cardiaque. Donc c'est vraiment des procédés manipulation, on va essayer de rester dans des mots gentils, de manipulation des populations, des citoyens, mais aussi des populations médicales, parce que je dois dire quand même qu'on y a cru quelque part. Je ne sais pas si les pharmaciens y ont cru autant que nous, mais bon, comme cancérologue au début du siècle, du nouveau siècle, on se dit peut-être quand même ça va nous aider, parce que c'est pas parce qu'on sait guérir 80% des tumeurs chez un gamin que les 20% qui restent ne nous intéressent pas. Donc on se disait pour ces 20% là, peut-être ces tumeurs là vont marcher. Puis en fait ça n'a pas marché du tout. Et ça nous a perdu la chance de guérir un certain nombre de patients. Perte de chance parce qu'on ne leur donne plus les traitements qui marchent. C'est quand même bête, quand même. Qui, en l'occurrence, valent 30 € quand les médicaments qu'on leur donne valent 5 000 et éventuellement les tuent, effectivement, des fois trop rapidement, même pour la marchandise. Voilà, quand même, je voulais souligner, ces mots sont violents. Quand même, quand il vous dit crime organisé, vous voyez, c'est vraiment la mafia, quoi. On est dans la mafia italienne avec Gutsch. Je lui en laisse la responsabilité. C'est des rigolos, c'est pire, voilà. Donc, il vous montre la gravité du sujet. Monsieur le professeur Even, que vous avez peut-être rencontré ici, je sais pas, qui est quand même un type formidable, un vieux monsieur qui a un courage fantastique de... Non, c'est pas gentil de dire vieux monsieur, mais c'est vrai que j'ai une grande admiration parce qu'il continue à bosser comme un dingue sur les bibliographies et tout ça. Il a écrit récemment Corruption et crédulité en médecine.
bon, c'est déjà un peu plus doux parce qu'on est en France quand même, donc il est un petit peu plus doux que Monsieur Goetsch, mais et lui, c'est essentiellement centré sur la cardiologie, nous, c'est centré sur la cancéro, et Goetsch, quand même pas mal sur la cancéro aussi. Mais bon, c'est le même système, hein, il va s'appliquer partout. Donc, soigner, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire avoir le libre choix du traitement de son malade, et vous, patient, citoyen, d'avoir le libre choix de son médecin. C'était encore dans le Code de santé publique, avec l'indépendance professionnelle, auquel, officiellement, nous ne devons pas renoncer, c'est dans notre Code de théologie, mais comment ne pas renoncer à la dépendance professionnelle quand on nous donne des injonctions et des types de traitements appliqués. Alors là, il faut m'expliquer, moi je ne suis pas très intelligente, donc je n'ai pas encore compris comment l'INCa me dit dans telle maladie il faut mettre tel traitement, et moi je reste indépendante. Mais si je suis indépendante, je dis à mon malade, vous savez, c'est quand même pas ce qui me plaît le plus pour vous, vous avez plus de chance avec tel traitement. D'abord, je ne sais pas où le faire faire, ce tel traitement, mais même si par hasard, dans certaines circonstances, je saurais le faire, je n'ai pas d'endroit pour le faire faire. Donc l'indépendance professionnelle me paraît un mythe actuel des médecins. Je crois qu'ils le disent quand même clairement maintenant. Hein, les médecins, vous les entendez quand même de plus en plus parler. Alors je sais pas, c'est vrai que les médias ne nous donnent pas forcément franchement la parole et pas forcément sur les sujets qu'on voudrait. Mais vraiment la perte de l'indépendance professionnelle conduit au désespoir de nombreux médecins, on va en reparler, et conduit surtout à l'abandon de la profession, où on s'en va à l'étranger. Je crois qu'il y a 1200 médecins qui sont partis en Suisse en 4 ans, dont 800 cette année. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Oui, mais comment voulez-vous continuer à faire ce métier? Vous payez 15 ans d'études pour qu'après on vous dise faire comme ça, et puis si vous ne faites pas comme ça, poubelle. C'est insupportable, quoi. Donc je veux dire, c'est vraiment très très difficile. Donc, effectivement, la jurisprudence de 1936, qui est l'arrêt Mercier, pour ceux qui le connaissent, parce que je ne sais pas si on en parle encore beaucoup, puisque finalement, il faut que tout ça disparaisse de nos têtes, c'était la responsabilité individuelle. Si vous allez devant un tribunal, je crois quand même, s'il y a des juristes, vous me direz après, mais si c'est, ou maintenant d'ailleurs, normalement, quand vous allez devant un juriste, si vous portez plainte contre tel médecin et qu'il ne vous a pas donné les meilleurs soins en fonction des données acquises de la science, vous restez responsable individuellement. Et vous pourrez dire, ah mais j'ai respecté la RCP machin, la RCP truc, mais et les injonctions, non, monsieur, vous êtes responsable individuellement du traitement que vous avez donné. Donc on aurait pu espérer, moi j'avais espéré à un moment que cette persistance de notre responsabilité médico-légale, qui ne me choquait pas dans la mesure où on avait le droit de donner le meilleur traitement possible, et en tout cas ce que nous on considère comme le meilleur traitement possible, mais j'ai pas du tout l'impression qu'elle soit appliquée pour l'instant. D'abord parce que les malades, en gros, ils sont passifs, soumis, comme pour beaucoup d'autres domaines. C'est-à-dire, le mari, il est mort, oui, il est mort en 3 semaines, ah oui, c'est dur, un cancer foudroyant, c'est dur. Hein. Mais non, c'est pas un cancer foudroyant, la maladie, la cancérologie n'a pas changé de l'histoire de la maladie, d'évolution historique. Si vous ne traitez pas un cancer, il ne meurt pas dans les 3 semaines, statistiquement, il ne meurt pas dans les 3 semaines. Les cancers foudroyants sont, statistiquement, là encore, vous pouvez peut-être de temps en temps avoir un cancer qui évolue mal et vite, ça arrivait surtout dans les leucémies en fait. Mais globalement, quand il y a un malade qui a une petite tumeur gentille, on lui dit « Oh, vous donnez une petite molécule là par la bouche, puis vous ne perdrez pas vos cheveux, comme ça c'est bien, etc. » Et qui meurt 3 semaines après, vous revenez de vacances et enterré. Ça, c'est à l'évidence un accident thérapeutique. Mais personne ne bronche, hein. Les gens ils vous disent « Bah oui, c'était dur, etc. » Mais ils ne bronchent pas, donc il n'y a pas de suite. Moi, c'est ça qui me sidère un petit peu, c'est cette passivité généralisée. Cette soumission, oui, le crabe, il est méchant, le crabe. Le nombre de fois sur Facebook, je vois que le crabe, il était méchant. Alors franchement, ça m'énerve souvent. D'ailleurs, je vais plus beaucoup parce que ça m'énerve parce que, en fait, souvent, c'est pas le crabe, quoi. Vous sentez vraiment, quand les gens racontent l'histoire, que le crabe, on l'a aidé, quoi. Moi, je dis pas qu'ils n'avaient pas le crabe, sinon on les aurait peut-être pas soignés, mais on l'a aidé quand même. On l'a aidé, ça a été vite, on lui a pas forcément donné les meilleurs soins, il n'a pas forcément été opéré, etc. C'est insupportable, c'est surtout là, cette régression qui est insupportable, cette régression. Bon, c'est vrai que nous, on a eu le bonheur. Moi, en gros, je suis arrivée interne en 69, et entre 69 et, je veux dire, 99, ça fait quoi, 30 ans, hein, une bonne année. Hein. Et donc, pendant ces 30 ans-là, on a vu l'amélioration des chances de guérison des cancéreux, l'amélioration de leur qualité de vie. Mon mari orthopédiste, il leur sauvait les membres. C'est-à-dire qu'en 69, on avait des gamins qui avaient des cancers des os, qui étaient amputés et qui mouraient dans les 3 à 6 mois. Et quand on a, vers fin du siècle, on avait 90% de ces gamins-là, quand on les voyait en première main, hein, bien sûr, qui étaient guéris à 90% et qui gardaient leurs membres.
Bon, on ne se dit pas qu'ils n'avaient pas après un peu de séquelles, un peu raide par-ci, un peu une jambe un peu plus raide que l'autre, mais c'est des gens qui, moi, c'est des gamins, enfin des gamins dans ma tête, mais c'est des adultes qui ont des enfants, etc., dont on a des nouvelles fréquentes, c'est des gens qui vivent normalement, avec, bon, quelques petits ennuis peut-être un peu plus que d'autres, mais c'est des gens... Et alors, depuis les années 2000, en gros, se situe à peu près, on voit cette régression fantastique, et puis depuis 2010, il y a à toute vitesse, puisque entre 2000 et 2010, les gens qui savaient à peu près traiter ces cancers-là, et d'autres d'ailleurs, continuaient quand même. En gros, il y avait, comme je disais toujours aux gens, je vais vous trouver un petit îlot de médecine où on a continué à faire de la médecine humaine, mais les îlots, j'en connais plus beaucoup. Il y a des maladies pour lesquelles je n'ai plus aucun îlot, en particulier pour les enfants de moins de 15 ans. Il n'y a plus d'îlot. Les enfants de moins de 15 ans atteints de cancer, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution en dehors du traitement imposé par le monopole. S'il marche, tant mieux, et s'il ne marche pas, tant pis. Et ça, c'est absolument insupportable. Et alors, si vous voulez, la loi de santé, donc en fait, les patients, on devait les traiter selon des données acquises de la science, et on ne devait pas les traiter en leur donnant des médicaments pour de fait leur servir de cobaye. Mais là, on a une transformation. Si vraiment la loi santé de Marisol Touraine, qui s'additionne aux autres dont on va reparler, reste en place, on est quand même dans une catastrophe absolue, parce que c'est notre médecine d'Hippocrate qu'on pratique depuis 2500 ans, quoi, en fait, et qui est en train de disparaître. Et ça, avec l'assentiment d'autres gens, pas de trop de gens, pas l'assentiment, mais la passivité, quoi. Et effectivement, ils se révoltent que le jour où ils sont malades, mais bon, même s'il y a 375 000 nouveaux patients atteints de cancer par an adulte, ça ne fait pas 65 millions de gens. S'il n'y a que ceux-là et les familles de ceux-là, parce que plutôt les familles, parce qu'eux, ils vont maltraiter, ils vont disparaître assez vite. Et puis les familles, elles vont être tristes, elles vont rester dans leur deuil, et statistiquement, il y en a combien qui vont se battre là-dedans? Pas beaucoup. Donc vraiment, on est quand même dans un vrai problème. Ça s'est passé en cancérologie, peut-être d'abord en psychiatrie. Entre 1995 et 2000, il y avait pas mal de documents là, sur la psychiatrie qui circulent là, ces jours-ci. Effectivement, la première atteinte, la première spécialité atteinte, en fait, ça a été la psychiatrie dans les années 90-2000, où ils ont fait disparaître des milliers de lits d'hospitalisation. Donc, en fait, les malades psychiatriques, on les trouve dans les prisons ou SDF, où ils meurent un peu plus vite que la moyenne, évidemment. Ils ont fait disparaître à ce même moment-là les petites maternités. Une petite maternité qui faisait moins de 300 accouchements par an, il fallait faire disparaître parce que c'était pas la sécurité, ce qui était absolument faux. Il y avait eu des livres blancs qui avaient bien démontré que une petite maternité bien propre, pavillonnaire, c'était quand même beaucoup moins dangereux pour les infections nosocomiales que les espèces de grands machins comme vous avez en face là. Mais oui, parce que c'est typiquement ça, c'est des usines où ne serait-ce que la ventilation, la clim, etc., c'est beaucoup plus dangereux que les petits pavillons. Bon, donc on a fait disparaître ça, et nous on a été quand même très très rapidement visés en cancérologie dès les années 95, et avec les plans cancer dès les années 2000. Et je soupçonne quand même que quelque part on est servi d'expérimentation non dite, pour voir comment ça se passait, si les gens se taisaient, si les gens acceptaient de ça. Parce que là, on est quand même en train de voir qu'en 2017, ça commence à s'appliquer aux autres spécialités, la cardio, la rhumato, etc. Donc ce qu'on a vécu, nous, en cancérologie au début de ce siècle, est en train de s'appliquer partout. Et donc ces plans cancer, ça n'a pas été fait pour améliorer le taux de guérison. D'ailleurs, quand vous vous demandez à quoi sert le plan cancer, que vous allez sur Internet, vous allez voir le site de l'INCa, l'Institut National du Cancer, vous verrez que le but, c'est quoi le but? C'est de mettre le plus possible de gens dans les thérapeutiques. Alors quand ils sont passés de 30 000 à 80 000, qu'est-ce que c'est bien, on a drôlement, le plan cancer est efficace, on est passé... Ouais, c'est pas ça le but. Enfin, moi, il me semble que les citoyens, qu'est-ce qu'ils ont envie? C'est que si vous êtes le patient, vous avez envie d'être guéri, ou en tout cas améliorer, avoir plus de longues années à vivre, enfin bon. Et puis si vous êtes les familles de patients, vous avez aussi envie de vos patients, votre famille, y vivent plus longtemps, qu'il y ait des taux de guérison plus importants. Donc il me semble qu'un plan cancer raisonnable, ce serait quand même de viser au moins comme objectif un meilleur taux de guérison. Alors, il ne faut pas exagérer, le premier plan cancer en 2003, celui de Chirac, qui n'était pas tout à fait le premier, mais enfin celui qui était reconnu comme le premier par tout le monde, en 2003, il y avait quand même écrit à l'époque améliorer le taux de guérison. Bon, après, ça a disparu de toutes les versions suivantes. D'ailleurs, il ne devait plus y avoir de plan cancer après, mais on a continué quand même.
Et après, ils ont dit non, c'est trop compliqué, il n'y a pas le recul suffisant. Comprenez, si on n'est pas à 10-15 ans, on n'a pas de recul. Ah oui, c'est extraordinaire le coup de l'absence de recul. Je sais pas, moi, sur 5 ans, si vous avez 50% de guérison ou 70%, vous voyez la différence. Hein. S'il y a un vrai traitement qui marche mieux, je sais pas, pas besoin d'être spécialiste pour voir la différence dans une amélioration de guérison. Mais bon. Et donc, en fait, le but du plan cancer qu'on a vu apparaître et où on a réalisé quand même finalement que c'était de donner les cancéreux aux chimiothérapeutes et à mettre tous les autres de côté, les chirurgiens, les radiothérapeutes, tous ceux qui faisaient le traitement local si vous voulez, sous l'autorité des chimiothérapeutes. Alors c'est pas dit comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Réunion de concertation pluridisciplinaire, un oncologue, un chirurgien, un radiothérapeute, un radiologue éventuellement. Mais enfin, en gros, le chimiothérapeute dit ah non, ce malade, c'est pas pour toi, là, c'est pas chirurgical. Bon, on passe au suivant. Le chirurgien, il continue avec son collègue de pas masser d'autres choses. Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas pour lui, il va pas passer 2 heures à regarder un scanner. Et on met le malade à des chimiothérapies. Et c'est comme ça qu'un certain nombre de malades échappent, en particulier au traitement, qui est quand même le traitement le plus important dans le domaine des tumeurs solides. Les tumeurs solides, c'est tous les cancers qui ne sont pas celles du sang, qui ne sont pas les leucémies. Et statistiquement, et depuis 50 ans, 70 ans, on a quand même compris que les gens, on guérissait de plus en plus de gens au fur et à mesure qu'on leur faisait un traitement local correct. C'est-à-dire soit au début c'était la radiothérapie qui les améliorait, mais après quand même la radiothérapie c'était un peu agressif, surtout à l'époque, ça laissait quand même pas mal de séquelles. Mais après quand on a commencé, en particulier grâce au scanner et à l'IRM aussi, de pouvoir faire des résections, c'est-à-dire des ablations de la masse tumorale de façon extrêmement correcte en passant autour de la masse tumorale, donc résection monobloc extratumorale, plus on a pu faire ça, plus on a guéri de gens. Moi je cite toujours celui que j'appelle notre maître Gerald Rosen, qui est un grand cancérologue américain, qui dans les années 80 avait mis au point le concept de chimiothérapie préopératoire, mais courte, et puis en regardant ce qu'on faisait. Après ça a été détourné parce que maintenant ils font les chimios préparatoires, mais ça peut durer 1 an, et là c'est complètement... Comme quoi les plus gros progrès, il y aura des dérives sur leur interprétation si on les fait de façon automatique et dogmatique. Et lui, il dit toujours, il a beau être chimiothérapeute, médecin, comme moi, il dit toujours le traitement, bon c'est un peu rigolant, mais le traitement d'un tumeur solide, c'est quoi? La chirurgie. Et après, c'est quoi? La chirurgie. Et après, la chirurgie. Bon, après, on réfléchit. Mais bon, c'était pour nous mettre dans le crâne, quoi, qu'il fallait les opérer, les malades. Et effectivement, les malades opérés, qu'on a pu opérer, alors il y en a qu'on peut pas, je veux bien le mettre, mais tous ceux qu'on a pu opérer de façon correcte, avec des chirurgiens qui ne coupent pas dans la tumeur, ont une augmentation des chances de guérison fantastique dans la plupart des tumeurs solides de l'adulte et de l'enfant, c'est la même chose. Donc ça, c'est quand même capital. Or, ces fameuses RCP mises en place par le plan cancer font sauter la vie du chirurgien. Les médecins, ils disent, faut faire de la chimio, on fait de la chimio, puis au bout d'un moment, ils en ont marre parce que ça marche pas. Alors là, on envoie le chirurgien, et là, le chirurgien, il dit, oh, si c'est un peu gros, là, je peux enlever, etc. Bon, c'est pas grave, on va refaire une cure de chimio. Bon, alors là, vous êtes fichu, si vous commencez à additionner le cure de chimio sans enlever la tumeur, elle grossit. Si ça marche pas, la chimio, si elle marche, tant mieux, mais si elle marche pas, c'est quand même assez fréquent. Vous perdez vos chances de guérison. Donc il faut vraiment cette chirurgie d'emblée. C'est un peu ce qu'on a voulu dire on a écrit un bouquin pour dire ça. Parce qu'on en a marre de voir tous ces patients qui n'ont pas été voir le chirurgien. Ils nous téléphonent, ou mail, puis après on les a téléphonés. Ah bon, vous n'êtes pas opérable. Ah bon, vous n'êtes pas opérable. Vous avez vu le chirurgien? Ah bah non, on m'a dit, allez voir le chirurgien, mon Dieu, qui vous explique, lui, sur son scanner, sur votre scanner, pourquoi vous n'êtes pas. Et quand ils font ça, les 3/4 du temps, ils sont opérables, les gens. Mais il fallait les réserver aux tests de la chimiothérapie ou à la croyance, à la foi en chimiothérapie. Moi, je ne dis pas que tout le monde est de mauvaise foi, mais en tout cas, beaucoup de mauvais conseils, en tout cas. Donc vraiment, et c'est un vrai drame. Hein. Moi, j'avais fait un petit papier là-dessus en 2013, je crois que je l'ai repartagé aujourd'hui sur Twitter, parce qu'à l'occasion d'une histoire, je vais vous raconter. Justement, on était absolument sidérés. Mon mari était, comme vous l'avez compris, donc chirurgien orthopédiste, et il traitait un certain nombre de tumeurs bénignes, c'est-à-dire de tumeurs qui ne sont pas des cancers et qui savaient guérir par la chirurgie, comme ses collègues d'ailleurs. Les tumeurs à cellules géantes, les fibromes desmoïdes, etc. Ces tumeurs-là, elles n'avaient pas besoin de chimiothérapie.
Or, on a découvert, là, dans les années 2013, 2014, 2015, depuis qu'on a ces fameuses molécules miracles, qui sont quand même miracles, c'est vrai pour la bourse et puis pour les actionnaires, c'est vrai, il y a quand même des vrais miracles dans la vie, il ne faut pas exagérer, mais pas pour les malades. Et on a découvert qu'on avait un certain nombre de patients qui auraient pu être guéris après une chirurgie correcte, qui étaient depuis deux ans à telle ou telle molécule, etc. Bon, je me souviens, c'est celle-là qui nous avait éveillés pour faire un petit papier dans mavéritésure.com qui nous a dit « Ah, mais moi, ça fait 12 ans que je suis... » Alors, je ne sais plus quelle drogue, mais enfin, peu importe, ça n'a aucune marche. De toute façon, elles sont toutes aussi toxiques. Et moi, j'ai envie d'avoir un enfant. On m'a dit de ne pas avoir d'enfant. Ça, la nana, elle avait un fibromyalgie, 30 ans. Elle ne pouvait pas avoir de gosse pour un médicament dont elle n'avait pas besoin. Et qui lui donnait en plus des effets secondaires. C'est quand même hallucinant. Donc, on a envoyé un chirurgien. Elle a été guérie, bon, peut-être que ça révivra dans 5 ans, on s'en fiche, mais c'est une malade qui va, enfin, c'est quelqu'un qui est plus malade, qui va vivre normalement, mais qu'on avait utilisé comme, si ce n'est comme cobaye, aussi parce qu'il faisait des tests sur ces nouvelles molécules, parce que c'est quand même une griserie de donner tout ça à tout le monde. Hein, parce que si on n'a que les cancers, c'est fait, je vous ai dit tout à l'heure, 375 000 patients, c'est pas beaucoup finalement, hein, alors c'est quand même mieux de donner à tout le monde. Puis quand on va pouvoir donner à tout le monde en préventif des futures maladies que vous aurez, ça rapportera encore plus quand même. Ah bah oui, c'est ça le but. Hein. Non mais il faut être clair, hein, là, on vous parle de prévention toute la journée, c'est pas complètement anodin. La prévention, c'est vous donner des molécules à prix délirant. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a des malades perte de chance de survie parce qu'ils n'ont pas opéré. Et je vous raconte ça particulièrement aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a eu un article dans le Parisien ce matin qui est d'un collègue de Besançon, qui est un patron de dermatologie, je ne sais pas si tu as vu, qui a fini par parler. Il a bien fait parce que ça fait un petit moment qu'il raconte qu'il a été harcelé, il était patron, chef de service, apparemment c'est un type connu internationalement dans son domaine, et il avait comme dermatologue pas mal de tumeurs dermatologiques, dont un bon nombre guérissent là aussi par la chirurgie. Et alors, et c'est curieusement, il va falloir qu'on fouille un peu ça, curieusement lui il avait des RCP, réunions de concertation pluridisciplinaire de ces malades, organisées dans le CHU mais sans sa présence. Apparemment, l'ARS avait décidé que c'est monsieur Untel qui dirigerait la RCP de Cancéro. Là, ça m'étonnait parce que quand même, mais bon, enfin, moi, il m'affirme qu'il n'avait pas le droit d'y aller, donc ça doit être vrai. Et en fait, il nous avait expliqué déjà il y a plusieurs mois, puis là, il l'a publié, il a bien fait, parce que sinon, ça aurait été lui forcément le responsable, qu'il avait pas mal de ses patients qui avaient en fait échappé à l'opération et donc à la guérison, parce que ces fameuses RCP avaient dit qu'il fallait leur donner tel médicament, etc. Et il a fait des signalements, il a informé, etc. Évidemment, c'est lui qui a eu tort. Donc, il est plus chef de service, il était obligé de démissionner. Mais les patients continuent quand même pour un certain nombre, se plaindre, ceux qui osent, parce qu'évidemment, il y a les menaces et tout ça. Donc, effectivement, ce chef de service de Besançon a bien fait de parler, parce que si on ne parle pas, on est fichu. Il a été harcelé, moi j'avais fait connaissance avec lui, enfin, moins par téléphone, au moment du suicide, on n'est pas très loin de Pompidou, du professeur Ménien qui avait sauté, et ça avait quand même révélé un petit peu à la presse, en tout cas aux citoyens qui ne sont pas dans le milieu médical, tous les harcèlements, tous les mauvais traitements, toutes les humiliations que subissent les médecins, les cadres de santé et un certain nombre d'infirmières aussi, dans les hôpitaux, s'ils ne marchent pas droit dans le système et s'ils ont le malheur de dire peut-être quand même qu'on pourrait faire autrement, alors c'est impossible ça. Et donc lui effectivement, et l'ARS là jusqu'à présent, l'agence régionale de santé de Besançon, enfin qui tourne autour de Besançon là, a dit circuler, il n'y a rien à voir, démissionner, puis lui en gros ils allaient le virer lui, hein, c'est clair, d'ailleurs c'est pas du tout qu'il fasse quand même. Donc en fait pourquoi ces plans cancer, c'est pour donner la main de décision aux chimiothérapeutes, qui envoient aux chirurgiens quand ils veulent, au moment où ils veulent, aux radiothérapeutes quand ils veulent, mais qui veulent essentiellement essayer des traitements, de donner des traitements médicaux, et évidemment, si possible, les nouveaux traitements, parce que vous êtes français, vous avez tellement de chance de vivre dans ce pays, et qu'on vous donne tout de suite l'accès à toutes les nouvelles molécules, c'est formidable, quoi. Donc, non, mais et on va en reparler, ces nouvelles molécules, en gros, elles n'ont quand même pas été... elles n'ont pas été expérimentées, elles ont été très très vite. Donc voilà, l'état des lieux, donc c'est se faire virer ou obéir. Et si vous n'obéissez pas donc aux injonctions de l'Institut national du cancer ou de la Haute Autorité de Santé pour les autres spécialités,
En gros, vous faites harceler, vous faites virer, soit vous vous suicidez, soit vous démissionnez, soit vous partez à l'étranger, soit vous allez vous installer en ville, mais maintenant ça c'est plus possible non plus parce que les médecins de ville sont maintenant harcelés aussi par la sécurité sociale. Enfin, ils les embêtent beaucoup sur tout. Vous saurez nous expliquer. Enfin, apparemment, ils vivent l'enfer, les médecins de ville maintenant, ce qui n'était pas tout à fait le cas à la fin du siècle dernier, enfin moins qu'à l'hôpital, parce que progressivement la bureaucratie décide de tout. En gros, ils appliquent en médecine ce qu'ils ont fait avec les usines, je ne sais pas Citroën, Renault, autre chose, je ne connais pas trop, mais en gros c'est le principe de la fusion-acquisition. Hein. Donc on va mettre l'hôpital de Caen avec celui, je sais pas, de Lisieux, etc. Vous allez travailler ensemble, vous allez faire vos 40 km ou vos 50 km, c'est comme ça, puis si vous n'êtes pas content, tant pis. Et encore quand on vous demande votre avis, parce que souvent ils essayent d'associer des hôpitaux, des cliniques qui ne travaillaient pas du tout ensemble, alors qu'il y avait un hôpital à 20 km avec qui ils s'entendaient bien, mais non, alors pour des raisons qui sont peut-être même que des raisons d'aveuglement, parce qu'en fait ils décident ça dans leur petit bureau, sur leur petit schéma, un peu apparemment comme ils ont fait les régions, ils font ça pour les hôpitaux, oui c'est comme ça. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient ça dans un bureau, qu'ils avaient fait les régions comme ça. Bon, donc... Donc, si vous voulez, les lieux d'implantation sont décidés d'en haut, donc on va voir par qui, les autorisations de la pratique de telle ou telle technique. Alors moi je vous ai parlé de la cancérose, parce que je connais le mieux, mais néanmoins, apparemment, les autistes, ils ont des problèmes majeurs aussi, parce que s'il y a des psychanalystes qui veulent utiliser telle technique et ils n'ont pas le droit, ils vont se faire interdire aussi de recevoir des autistes dans leur hôpital ou dans leur service. Enfin, ça devient généralisé, c'est-à-dire un autoritarisme absolument aveugle qui vient d'en haut, qui vient de bureaucrates qui ne connaissent rien à la médecine, mais qui veulent nous imposer tout, parce que je sais pas, peut-être que dans une autre vie ils rêvaient d'être médecins et qu'ils n'ont pas fait ça, je sais pas moi, mais peut-être plein de choses à voir par les psychanalystes. Mais en tout cas en pratique, c'est une horreur absolue. Et ça coûte cher. Et en plus, ça coûte cher, mais... Et en plus, alors, vous écouterez sûrement un jour Serge Radière sur les vaccinations, parce que c'est la même chose. La volonté d'obligation de vaccination sans l'avis des parents, sans l'avis des médecins, sans l'avis des familles. Et oui, c'est... Pour le garde d'asile. Même dans le plan... Oui, enfin pour l'instant, le garde d'asile, effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2014, Hollande a présenté on doit être au 4e plan cancer. Et il a dit, maintenant on va rendre le garde d'asile obligatoire, puis pour les petites filles, puis aussi les petits garçons quand même, parce que la fellation chez le petit garçon, ça doit être commun. Donc, non, mais écoutez, c'est quand même l'horreur, quoi. Ils veulent effectivement rendre le garde d'asile, qui est donc la prévention du cancer du col. Il y a une préparation en Italie pour le rendre à l'échelle nationale, alors que la politique était régionale. Ah oui, non, c'est hallucinant. Évidemment, c'est un problème général, quoi. C'est un lobby fantastique, alors que le garde d'asile, on n'aura peut-être pas le temps d'en reparler, mais est complètement... personne n'a jamais prouvé que ça prévenait un seul cancer du col, puisqu'il faut à peu près 20-30 ans pour que ça se développe, déjà. Et par contre, tout le monde a prouvé dans tous les pays du monde, qui l'ont utilisé, qui sont un peu honnêtes, que ça donnait des gros accidents... des paralysies, des gamines qui se retrouvent en fauteuil roulant, des morts quand même aussi, en France il n'y en a jamais. Mais non, pas en France, pas en France. 268 aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Mais en France il n'y en a pas parce que nous on passe à côté, Tchernobyl qui nous protège. Là. Et le pire qui arrive, voilà. Donc on vous reparlera un jour de ça. Donc, état des lieux, obéir ou se faire virer. Donc, effectivement, j'avais mis un exemplaire de 9 petits lits sur le trottoir, pour ceux qui se souviennent de l'histoire de Garches et de la fermeture de mon service qui n'avait pas une plainte en 30 ans. Je pense qu'à l'essence publique, il n'y avait pas tellement de services comme ça. Mais enfin, en tout cas, on était contents et en plus, on était plébiscités par les malades. Ils ont mauvais goût, peut-être les malades, mais enfin, ils étaient contents de la médecine qu'on leur proposait. C'était individualisé. J'avais des collègues absolument adorables qui sont toujours, mais qui n'ont plus le droit de travailler. Et voilà, et donc ils ont fermé au moment de ma retraite pour qu'il n'y ait plus, faut être simple, pour qu'il n'y ait plus la possibilité d'un choix pour les familles, d'avoir un traitement véritablement individualisé pour les cancers de l'enfant. Et donc maintenant, ils sont tous dans le monopole. Il y a un monopole très efficace en pédiatrie, parce qu'effectivement, en pédiatrie, c'est 2500 enfants atteints de cancer et leucémie, c'est dedans, si on prend jusqu'à 18 ans. Et c'est plus facile de contrôler 2500 malades que de contrôler les 375 000 cancers d'adultes. Donc c'est encore beaucoup plus efficace pour le monopole, et les parents qui n'acceptent pas le monopole,
En gros, on les traite de mauvais parents et on les envoie au juge des enfants qui éventuellement leur enlève la tutelle de ce gamin-là pour imposer le traitement et puis la tutelle des autres gamins parce que quand même c'est des mauvais parents, donc il ne faut pas hésiter. Donc voilà, donc je vous ai mis, vous verrez sur le diaporama le film Cancer Business Mortel qui avait été filmé quelques mois avant qu'on parte, là, Cancer Business Mortel. Et puis 9 petits livres sur le trottoir, là, on en aura un ou deux, vous pouvez au moins voir la couverture. Et si vous voulez, ce harcèlement multiplié vient encore d'être relaté dans un bouquin qui s'appelle Omerta à l'hôpital, qui passait chez mon éditeur aussi, mais bon, j'ai un petit peu hésité moi sur ce livre parce que c'est bien ce qu'ils disent dedans, ce qu'ils racontent, c'est la vérité. Je veux dire, les patrons qui harcèlent les étudiants, les infirmières qui encadrent les élèves infirmières qui les harcèlent, etc. Et puis du coup tout ce monde-là qui harcèle les patients, qui les maltraitent. Mais si vous voulez, j'ai toujours peur quand ça aide un petit peu le ministère au médecin bashing, quoi. C'est-à-dire, bon, les vilains médecins, c'est à cause d'eux que ça marche pas. Alors, c'est pas du tout à cause d'eux. Par contre, il y a un chapitre tout à fait excellent, si vous avez ce livre entre les mains, qui est celui, comme d'habitude d'ailleurs, de monsieur Christophe Dejour, qui est psychanalyste et spécialisé dans l'organisation du travail et qui précise une nouvelle fois, il avait déjà, ça fait 10-15 ans, je connais ses travaux, il répète ça à chaque fois, ça n'a pas beaucoup d'efficacité, mais en tout cas, au moins on sait l'analyser, que évidemment c'est pas que c'est cette infirmière, ces médecins, ces machins qui sont méchants, c'est simplement une réaction de groupe, de défense, de déni de la réalité, progressivement de désinvestissement, et puis in fine ça aboutit quand même à beaucoup de suicides, 2,5 fois plus de suicides chez les médecins que chez la population générale. Pour les infirmières, on n'a pas, j'ai pas trouvé de statistiques aussi précises, mais vu le nombre qui se suicident en ce moment, et puis un certain temps, je ne sais pas combien c'était cette année, ça augmente, donc à mon idée, ça va être aussi pareil. Bon, c'est un peu comme chez les policiers, et apparemment dans la justice. Alors ça, c'est encore plus tabou, je crois, que le médecin, parce que, j'ai vu un reportage hier soir sur le harcèlement et les suicides des juges, des gens qui travaillent dans la justice qui n'en peuvent plus. Et en gros, ça ressemblait complètement. Et d'ailleurs, il y avait une petite interview de Christophe Dejour, toujours le même, qui expliquait bien que là aussi, c'était l'organisation du travail qui oppresse tellement les gens qui les rend fous, quoi, et que finalement, ils finissent par se suicider. D'abord, pendant un moment, ils font du chiffre. Mais en faisant du chiffre, on ne peut plus faire son travail correctement. Et quand on ne peut plus faire son travail correctement, et on commence à se sous-estimer. Quand on se sous-estime, soit on est entre soi et avec quelques collègues et on se défend comme on peut par le déni. Et puis si quelqu'un arrive de l'extérieur, un élève qui est encore tout frais, tout rose et qui dit « Mais vous êtes en train de faire quoi là ?» Alors évidemment, c'est lui qui a tort. Donc, mais c'est vraiment un système lié à l'organisation du travail et qui n'est absolument pas inéluctable. Il suffit de changer l'organisation du travail. Mais évidemment, cette organisation du travail, c'est le management, le management entrepreneurial type Orange, quoi. Ça a été décrit chez Orange, chez France Télécom avant chez nous, mais c'est exactement la même chose. Moi, j'ai une amie qui travaillait chez France Télécom. On est parti à peu près au moment où ça devenait terrible, parce que c'était l'âge de la retraite, un peu viré vite d'ailleurs, mais bon, on a fait partir vite. Mais c'est les mêmes choses, c'est les mêmes méthodes qu'on subit à l'hôpital, qu'ils subissent actuellement à l'hôpital, mais où il n'y a pas de mystère des causes en fait. Quand on veut bien les analyser, je vous dis, si vous lisez Omerta à l'hôpital, c'est clairement écrit, ou sinon vous tapez Christophe Dejour et puis vous regardez il y a pas mal de vidéos, il y en a même beaucoup, alors elles sont longues, mais qui expliquent que cette souffrance au travail est évidemment liée complètement au management à visée financière et basée sur le chiffre. Il y a le Roland Gori aussi, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est ce psychanalyste de Toulouse qui aussi écrit La fabrique des imposteurs, par exemple, et qui vraiment décrit bien dans ses vidéos, là il faut prendre un petit peu le temps de les écouter, mais qui vraiment décrit bien toutes ces souffrances, ce délire qu'il y a dans nos hôpitaux, comme la folie évaluation. Par exemple, lui il a fait un bouquin, Roland Gori, sur la folie évaluation, sur cette espèce d'évaluation délirante où toutes les 5 minutes on demande aux gens de jour. Il disait bien hier, au début on fait une évaluation tous les mois, puis toutes les semaines, puis après c'est tous les jours, et puis bon et puis ça devient l'objectif, et puis soigner le malade. C'est quoi un malade ? Soigner le
je sais pas, le plaignant, c'est quoi un plaignant? Enfin, j'imagine c'est la même chose, quoi. On est devenu dans une société de machines où on oublie carrément l'humain et on est tous détruits, finalement, chacun dans nos professions de façon identique. Donc on devrait pouvoir arriver à se retrouver, hein. Mais voilà, d'abord il faut qu'on découvre qu'on est de façon identique et puis surtout qu'on prenne les décisions politiques, parce que tout ça c'est de la politique quand même, c'est purement la politique, c'est une casse politique volontaire. Alors comment ça s'est passé en médecine? Bon, ça a été les différentes lois, hein. Ça a commencé, moi je situe en 84. Où on était médecin des hôpitaux. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée comme interne, j'avais même patron, me disait, tu sais, le seul titre qui compte, c'est pas d'être professeur agrégé, c'est d'être médecin des hôpitaux. Ça me fait rire, parce que le pauvre, maintenant, il tremblerait, parce qu'il est plus là. Mais c'est effectivement, médecin des hôpitaux, pourquoi? Parce que c'était, quand tu fais médecine, c'est pour soigner les patients, pour avoir le contact humain, bon, tu les guéris ou tu les guéris pas, mais ils sentent en face d'eux quelqu'un qui leur donne toute la compassion, l'empathie, l'amour quelque part, qui fait que ils vivent moins mal ce qui leur reste à vivre, soit c'est court, soit c'est long, soit c'est ce qu'on veut, mais ils ont un médecin en face d'eux, quoi, un vrai médecin selon Hippocrate, humain, enfin vraiment la définition de bête de l'humain. Et quand on nous a fait disparaître le médecin des hôpitaux en 84, on avait quand même été quelques-uns à râler, on râlait déjà à l'époque. On nous a appelés praticiens hospitaliers. Ça veut dire quoi, praticien hospitalier? Mais franchement, 84, hein, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. C'est au moment du changement après Mitterrand, là, on donne tout à tout le monde. Puis après, on est passé à l'ère Thatcher. Et donc, c'est l'ère Thatcher, quoi, de l'époque. Donc, tout pour le fric, hein, voilà, les Golden Bog et tout ça. Et ça a commencé là, puis on est encore en plein dedans. Et praticien hospitalier, c'est pas déjà mépris pour praticien hospitalier. Moi, j'ai eu ça sur mes badges pendant des années. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le pharmacien, j'ai le plus grand respect pour mes amis pharmaciens, mais tout de même, il était praticien hospitalier comme moi, l'ingénieur comme moi, donc le patient qui venait me voir, il ne savait pas s'ils avaient en face un pharmacien, un biologiste, un ingénieur informatique. Bon, tous ces gens-là sont fort respectables et j'aurais pas su les remplacer. Mais enfin, le médecin, il a quand même besoin, le malade, il a besoin de savoir qu'il a un docteur en médecine, en médecine clinique en face de lui, et pas un docteur en biologie ou un docteur en pharmacie ou je ne sais quoi. Donc déjà, c'était tout un symbole. Donc déjà, on ne devenait rien. Alors si on saute très vite dans la loi Touraine, 40 000 signes et il y a 40 fois le mot médecin. Donc déjà, le mot médecin a disparu. Ça n'existe plus. Hein. Sous Touraine, 2016, la loi Touraine, on est tous des professionnels de santé, tous mélangés. Là aussi, moi j'ai le plus grand respect. Hein. Ma belle-mère est infirmière, et ma belle-fille est infirmière. Moi j'ai le plus grand respect pour ces gens-là. Et puis pour toutes les infirmières avec lesquelles j'ai travaillé, mais c'est un autre métier que d'ailleurs j'aurais pas forcément volontiers fait. Hein. Je veux dire, quand je vois ma belle-fille faire les énormes pansements pour les malades urologiques compliqués, etc., j'ai grande admiration du soin que ces gens-là prennent. C'est un autre métier. Tous ces métiers sont complémentaires, mais c'est pas les mêmes métiers. Moi, je ne saurais pas remplacer Serge dans sa pharmacie. Enfin, je veux dire, c'est complètement aberrant de vouloir tout mélanger pour enlever les spécificités de chacun. Bon, ceci dit, je crois que c'est dans tous les métiers. Hein. Moi, j'ai lu, c'était dans je vais peut-être me tromper d'auteur, peu importe, mais c'était dans le livre qui s'appelle Ils avaient tous souffert, ils n'étaient pas tous morts, un truc comme ça, c'est peut-être Irigoyen ou peu importe. Enfin, c'était justement sur le harcèlement au travail. Et ça m'avait beaucoup frappé parce qu'il y avait l'histoire d'un cuisinier qui, dans l'hôpital, cuisinier, les gens qui font la cuisine, ils aiment faire la cuisine, là aussi je peux la remplacer, mais bon, et ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient pour que les malades, il y ait un peu de goût, qu'il y ait quand même quelque chose qui les améliore, et puis brutalement, qu'est-ce qui s'est passé dans les cuisines des hôpitaux? Et ça, j'ai vu souffrir des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu on a vu les barquettes arriver et on a vu nos cuisiniers qui avaient appris leur métier sérieusement, qui essayaient de faire, je me rappelle les frites du vendredi à Erol, ils étaient contents, et c'était le jour où ils mangeaient, ils avaient les frites fraîches, enfin bon, ils étaient contents, puis il y avait des choses qu'ils aimaient mieux, les cuisiniers qui les connaissaient dans des petits hôpitaux, ils essayaient de faire ce qui plaisait aux gamins qui étaient malades, c'était ça aussi la médecine, ça comptait aussi ça. Et les cuisiniers, ils ont vu arriver les barquettes et ils distribuent les barquettes. Et ben voilà, c'est comme les médecins qui distribuent les protocoles, hein. On est devenu rien du tout. Notre métier sont complètement désincarnés et donc il y a eu des cuisiniers qui se sont suicidés. On n'en parle pas non plus, mais
bon, en tout cas qu'on fait des burn-out épouvantables, qu'on fait des grosses dépressions, enfin bon, parce qu'on leur a enlevé tout le sens de ce qu'ils avaient appris, de ce qu'ils aimaient faire, de ce qu'ils aimaient donner, quoi. Et ça, c'est vraiment toute notre société qui est, si on prend, qui est malade. Et la justice, en fait, tout c'est la même chose. Mais quand on revient, c'est la même chose. On te pousse vers la porte quand tu essaies de faire bien. Oui. Et quand il ne faut surtout pas faire bien. Tu dénonces les abus, paf, tu es flingué. T'es flingué. Radié, machin, c'est affolant. Donc, en médecine en général, on était ça. Après, on a eu la loi de 91, je vais les sauter, parce que la loi de 91 était quand même très difficile aussi. Et là aussi, bon, tout le monde vous s'en souvenez sûrement, c'est la loi E20, les cigarettes, machin. Grand cinéma là-dessus. C'est utile, mais grand cinéma quand même. Mais par ailleurs, en même temps, double hiérarchie. C'est-à-dire qu'ils séparent les médecins du personnel paramédical. Et là, progressivement, vous avez des... Bon, les infirmières ne sont pas devenues méchantes du jour au lendemain, etc. Mais vous avez des camps de santé qui leur ont expliqué qu'ils n'avaient pas à obéir aux médecins. C'est-à-dire que... Moi, j'ai quand même entendu ça, dans les dernières années. C'est, ah ben non, de toute façon, moi, j'ai rien à entendre de vous, etc. Et des gens, là aussi, qui sentaient bien que c'était pas normal, parce qu'avant, on faisait quand même une équipe, c'était familial, je veux dire, moi, je me souviens mes stages. Par exemple, dans ce bouquin, là, Omerta, j'ai entendu Omerta à l'hôpital, j'ai entendu la présentation dans une émission de télé, et la nana, elle disait, ah, ben, ça a toujours été difficile, les rapports, etc., les études, c'est pas vrai. Je veux dire, on est au stage d'internat, moi je me souviens, on pleurait au bout des 6 mois parce qu'on était obligé de changer d'équipe et qu'on s'était entendu, qu'on faisait une famille, et en 6 mois on faisait une famille, on y passait suffisamment d'heures à l'époque, on ne comptait pas les heures non plus dans les hôpitaux. Non, ça n'a pas toujours été facile, parce qu'il y a beaucoup de travail, parce que la médecine c'est pas forcément facile, mais au point de vue des relations, des équipes, médecins, infirmières, etc., on était soudés, ça marchait, même les pharmaciens qui passaient, enfin je veux dire, on était soudés dans les hôpitaux. Faut arrêter qu'ils racontent ça a toujours été comme ça, c'est pas vrai, c'est qu'ils sont trop jeunes pour dire ça. Pour la nana qui écrit ça, elle a 30 ans. Bah oui, peut-être qu'effectivement, depuis les années 95, 85, peut-être même, mais avant c'était pas comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y avait quelques mandarins un peu du rail. Bon, enfin, ils apprenaient quand même aussi le métier à leurs élèves, faut pas non plus exagérer. Bon, donc la loi de 91, elle a été terrible, ça s'est passé très discrètement, parce que là aussi ça n'a pas été appliqué brutalement. Et puis bon, après on est arrivé par exemple en 96 aux ordonnances Juppé. Alors je sais pas, les plus âgés d'entre vous se souviennent sûrement des grandes perturbations pendant 3 mois dans les rues de Paris parce que Juppé voulait attaquer entre guillemets la sécurité sociale. Moi, comme ça, on avait souvenir qu'il avait raté. Mais en fait, il a fait les ordonnances en 96 et ces ordonnances ont créé, et ça, premier drame, les agences régionales d'hospitalisation. Et en fait, donc première structure vraiment très bureaucratique qui commence à imposer ces lois, justement, ces fusions, acquisitions, c'est tu as le droit d'ouvrir la radiothérapie là, tu n'as pas le droit là, etc., sur l'hôpital public. Et c'était vraiment un premier drame. Mais la médecine libérale était quand même relativement préservée et c'était en même temps les premiers schémas régionaux d'organisation sanitaire en fait qui se sont transformés en ordonnances Juppé et où commençait donc à fermer, on a parlé tout à l'heure, la psychiatrie, les maternités, etc. Et puis donc, comme ça ne suffisait pas avec les schémas régionaux d'organisation sanitaire, cette mise en place des agences régionales d'hospitalisation qui avait un grand poids. Et puis après, les plans cancer, donc de 2000, 2003, etc., successivement. Les circulaires, je n'ai pas l'heure, mais il ne doit pas être tôt. 22. Vous me donnez jusqu'à quelle heure? Allez-y. Comme on veut. Alors, 15-20 minutes, allez-y. Bon. Donc après les plans cancer, donc circulaire en 2004 pour l'organisation de la cancérologie pédiatrique, là on vous dit fait dans un hôpital où il y a tout, là où il y a l'école, où il y a ci, où il y a la réa, où il y a tout ça. Bon. Au passage, en même temps, ils m'installent dans un hôpital où il n'y avait plus de réa, où il n'y a plus de chirurgie infantile, mais ça fait rien. C'était contraire à la circulaire. En 2005, la même circulaire pour les adultes. En gros, c'était donner des obligations aux hôpitaux qui recevaient les cancéreux, enfants ou adultes, que la plupart ne pouvaient pas assumer. Donc ça veut dire qu'il y a plein de services de cancéreux dans des services de province, etc., qui ont été obligés de fermer parce qu'ils n'avaient pas telle ou telle chose qui était prévue dans la directive. Alors on s'en servait pas, mais si l'agence régionale d'hospitalisation décrétait qu'il fallait fermer, elle avait le texte, c'était parti. Et puis il y a eu évidemment les lois de 2007, les décrets d'application avec les quotas, j'en ai peut-être déjà parlé ici, des quotas de malades par exemple, pour si vous avez un service de chirurgie
urologique dans un hôpital X ou dans une clinique privée, c'est pareil. De toute façon, il n'y a pas de vrai privé en France, parce que de toute façon, tout est régi par l'État. Après, bon, on peut y avoir des différences dans l'hôtellerie, mais pas du tout dans le fonctionnement. Et donc, des quotas, en 2007, ils ont décrété que si vous aviez un service d'urologie, il fallait que vous ayez au moins 20 prostatectomies par an réalisées dans ce service, cette clinique ou ce service, et que si vous n'aviez pas vos 20 prostatectomies, vous n'aviez l'agence régionale d'hospitalisation vous ne donnerait pas l'autorisation de poursuivre cette activité. Alors attention, ce n'est pas 20 prostatectomies par un mec, on pourra encore dire qu'il faut l'expérience. Si vous avez 20 prostatectomies par 20 chirurgiens, pas de souci. Si vous avez 19 prostatectomies par un seul chirurgien, qui a priori serait mieux rodé, ça fermera. C'est vraiment c'est un critère pour supprimer les services de la passée, pour tout regrouper en énormes machines, pour surtout qu'il n'y ait pas de malades qui échappent aux usines à cancer. Il faut être simple. Mais voilà. Donc ça, c'est assez tragique. Donc je donne toujours le conseil quand même, parce que c'est toujours vrai. Alors ces quotas sont, on nous les a écrits décret 2007, mais en pratique, ils ont été mis en route en 2010-2011, et puis ils ont vraiment appliqué la fermeture à partir de 2011 d'un certain nombre de services. C'est pareil pour la radiothérapie, c'est pareil pour d'autres spécialités. Il y a, si vous suivez un peu ce qui se passe sur Facebook ou Twitter, parce qu'évidemment la télé on n'entend pas, mais vous avez tout le temps un petit hôpital de province qui râle parce qu'il a un médecin en service d'ORL et puis qu'on le ferme parce qu'il n'y a pas eu assez d'actes, etc. Enfin c'est tout le temps quoi. Donc il y a des manifs devant, mais bon, les manifs, tout le monde s'en fout. Donc voilà. Donc c'est vraiment très tragique, parce qu'effectivement, il y a des savoir-faire de gens justement qui faisaient tout ça, qui ont dû arrêter leur fonctionnement au bénéfice d'usines à cancer, où là, vous allez devenir un objet parmi d'autres, et puis c'est marre, et puis c'est tout. Donc ça, c'était les 2007, et puis arrive 2008-2009. Et 2009, c'est la loi Bachelot. HPST, hôpital, santé, territoire, patient, santé, territoire, qui crée les agences régionales de santé, qui sont quoi par rapport aux ARH, c'est-à-dire qu'elles couvrent tout. Elles couvrent tout le libéral comme l'hospitalier, privé et public. Donc avant c'était que l'hospitalier public, et après c'est l'ensemble. Et donc perte progressive évidemment de toute liberté des établissements privés en particulier de travailler. Et les médecins libéraux, en même temps. C'est-à-dire que les médecins libéraux, par exemple, si on vous dit « Ah, c'est embêtant, les urgences, il y a beaucoup de monde aux urgences », oui, d'accord, mais les médecins libéraux, par exemple, après 20 heures, s'ils ne sont pas sur la bonne liste, ils n'ont pas le droit de vous recevoir. Moi, j'ai des amis généralistes qui me disent jusque vers 20 heures, je laisse mon téléphone, mais après, je peux quand même pas, parce que j'ai pas le droit, je suis pas sur la liste. Mais oui, ils n'ont pas le droit. Les hôpitaux privés, s'ils sont pas sur la liste des gens qui ont été autorisés par les copains de l'ARS de recevoir les urgences, ils ne les reçoivent pas, ils n'ont pas le droit de les recevoir. Et de toute façon, si les pompiers viennent vous chercher, parce que, je sais pas, moi j'ai une belle-mère qui se luxe fréquemment, tant pis, c'est pas un secret. Eh bien, on l'emmène à l'hôpital de Montfermeil, alors son chirurgien qui l'a opéré, qu'elle aime bien, etc., est dans un hôpital privé. Et elle dit aux pompiers, mais non, c'est monsieur machin qui me soigne. Ah ben non, on est obligé de vous emmener dans le public, c'est un ordre du ministère. Donc ça, c'est quand même important que vous sachiez tous, parce que c'est bien joli de dire on met tout sur l'hôpital public. Oui, ils ont voulu effectivement mettre tout sur l'hôpital public, et donc ils ont évidemment saturé, parce que ces pauvres gens, l'hôpital public, ils n'ont pas eu plus de moyens pour autant, pas plus évidemment, et donc les gens attendent des heures, alors que leur généraliste, il les aurait volontiers vus éventuellement, mais il n'a pas le droit de le faire. Que leur chirurgien il l'aurait reçu avec plaisir, il serait venu le voir, et il n'y aurait pas eu tous les gags de transmission, de machin, du jeune interne qui reçoit le malade qu'il ne connaît pas, alors que le chirurgien qui connaît, il en a pour 3 minutes, enfin voilà. Et donc ça, c'est vraiment la loi HPST, et son application extrêmement rigoureuse, la loi Bachelot, donc à partir de 2010-2011. Il y avait des accréditations suite au plan cancer, au début du plan cancer, tout ça. Et les agences régionales d'hospitalisation, c'était la haute autorité de santé qui le faisait, qui venait dans les services. Mais ce qui m'a beaucoup frappé en 2011, c'est quand ils sont venus dans notre service, et moi je dis, on va recommencer, on a fait ça en 2009. Ah oui, mais ce que la HAS a fait, l'ARS peut le défaire. Ça m'avait beaucoup frappé, parce que
c'était très symbolique. Effectivement, il voulait ce coup-ci appliquer rigoureusement cette loi qui visait en fait à fermer plein d'établissements. Moi, j'ai un radiothérapeute absolument adorable qui a 50 ans de radiothérapie derrière lui. Si que c'est pas l'affaire, il aurait peut-être fallu lui dire avant. Mais on ne demande pas de montrer qu'il est capable de la faire. On lui demande pour faire son accréditation de voir que la salle elle fait 12 mètres et pas 10. Enfin, bon, voilà. Et oui, c'est comme ça. Et bien lui, il a perdu l'autorisation en 2012, alors que nous, on travaille avec lui depuis des années. En 2012, il a perdu l'autorisation d'irradier les enfants de moins de 15 ans parce qu'il n'en avait pas reçu assez. En pédiatrie, en pédiatrie, on n'irradie pas beaucoup, le moins possible, donc effectivement, on n'envoie pas tellement de malades de radiothérapeutes. Eh bien, il fallait absolument, il n'avait plus le droit de faire, il n'a pas eu le droit de continuer à irradier nos gamins. Et c'était quand même assez dramatique, parce qu'il faisait quand même des choses un peu pointues, enfin, en plus, on reconnaissait, c'était vraiment adapté à notre travail. Bon, c'est un exemple concret que je vous donne là, ça a été fermé, quoi. Ça a été fermé. Bon, il continue encore à faire de la radiothérapie adulte, mais il n'a plus le droit de soigner les enfants, alors que ça faisait quand même 50 ans qu'il en faisait, quoi. C'est hallucinant, quoi. Voilà, donc c'est un système qui est complètement totalitaire. Alors évidemment, la cerise sur le gâteau fut la loi Touraine, qui n'a pas quand même entraîné les rages des foules, hein. Je veux dire, c'est quand même grave. L'article 1 de la loi Touraine, c'est maintenant, avant, qu'est-ce que faisait l'État? Il contrôlait le système de santé. Et maintenant, l'État décide. Article 1 de la loi Touraine. Article 1 de la loi Touraine. Alors quand même, les médecins ont pas mal réagi. Il faut reconnaître. On a fait des manifs avec le 15 mars 2015, je crois, on était quelques 50 000. Quand même, médecins, soignants, etc. Parce que ça concerne tout le monde, les orthoptistes, les pharmaciens, enfin, je veux dire, cette perte de la liberté, ce système totalitaire à la soviétique, mais au bénéfice de la finance, elle couvre tout l'ensemble de tous les professionnels de santé. Et donc, ils ont quand même tous, les kinés, par exemple, les kinés, ils n'ont pas le droit, alors, je ne connais pas grand-chose les kinés, mais enfin, moi, j'ai des amis kinés qui me disent, j'ai pas le droit d'utiliser telle machine, parce que l'ARS, ça me donne pas le droit, il faut que j'utilise telle autre machine. Hallucinant. Donc la loi Touraine, elle est passée malheureusement parce que les médias, Radio Touraine, c'était BFM Touraine à l'époque, je sais pas, évidemment lui donnaient la parole tout le temps pour dire le TPG, tiers payant généralisé, formidable, etc. Mais par contre les médecins, c'est des vilains privilégiés, donc ils vous embêtent là, mais c'est purement catégoriel, voilà. Donc les gens ont laissé passer ça. On avait fait quand même, j'ai un petit regret, enfin un gros regret quand même, on avait quand même, les médecins avaient réussi, et tout soignants, à organiser une belle manifestation ce fameux 13 novembre. Et donc le vendredi, c'était un vendredi noir théoriquement, on bloquait les gens, ils étaient venus avec des voitures, les médecins, les soignants, ils étaient venus avec des voitures de toute la France et ils bloquaient quasiment les périphériques. Et finalement, dans la soirée de ce fameux vendredi, ils commençaient quand même à en parler un petit peu sur les radios. Et puis le noir s'est transformé en sang et là, tout s'est arrêté évidemment. Avec les attentats. Et par contre, Marisol Touraine a fait voter cette loi le 17 décembre, qui a suivi, dans un parlement où il devait y avoir moins de 20 députés. Et elle a fait voter moins de 20 députés, quand même un changement historique, parce que c'est vraiment, effectivement, je vous disais tout à l'heure, c'est quand même le serment d'Hippocrate qui est plus applicable avec cette loi, avec toutes les modifications. Moi, j'avais fait ici, je crois que vous avez, je crois, une vidéo visible sur YouTube sur les conséquences de la santé, mais c'était bon, même si c'était long, j'ai pas tout pu mettre toutes les horreurs. Il y a en particulier aussi les psychiatres là, qui sont en train d'insister sur les horreurs aussi en psychiatrie actuelle, sur cette espèce de possibilité d'internement rapide. Enfin, c'est la psychiatrie là, il faudrait qu'on fouine un peu, mais apparemment il y a des horreurs encore dans cette loi, en particulier sur la psychiatrie. Et elle a été signée pendant que les députés, les autres, étaient aux manifestations de hommage aux victimes. Enfin, elle a fait signer cette loi-là quand même. Et elle est passée au journal officiel après. Donc changement de paradigme, donc on change de système, on vous a compris. Les patients, vous devenez des objets, nous on devient des robots, et si aux ordres des gestionnaires technocrates, formés alors soit à l'ENA, soit nous on a la sous-ENA, c'est l'École nationale de Rennes. Je crois que dans les modifications majeures qu'il faudrait faire, ça serait quand même
de supprimer cette école, parce que, en tout cas, elle l'a ramenée à ce qu'elle était avant, quoi. Ils l'ont transformée en une école de gestionnaire. Les gens qui sortent de là-dedans, c'est les directeurs d'hôpitaux qui croient qu'à 25 ans, ils peuvent décider de ce qui se passe en médecine, alors qu'ils n'ont jamais vu un malade, que c'est hallucinant. Encore une fois, des gestionnaires, ils sont là pour gérer, mais ils ne sont pas là pour décider. Ça doit être... Oui, tout à fait. Voilà, donc on est passé d'une pratique de la cancérologie absolument aberrante, parce qu'on soigne de moins en moins les malades, mais on leur fait de plus en plus d'examens quand même, sur médicalisation à tout prix, ça rapporte, puisque c'est les actes qui comptent, la tarification à l'activité qui est dans la loi Bachelot, et peut-être même avant, c'est ça qui rapporte, mais on ne soigne plus les gens, puisque c'est pas le but. Donc en pratique médicale, tout le monde désespère, les gestionnaires, ils nous donnent des objectifs purement quantitatifs, ils ne s'occupent pas du tout de... On leur dit, mais attendez, on ne peut pas dire si on ne peut pas faire une toilette si rapidement. Pour les aides-soignantes, c'est l'enfer, parce qu'en plus, elles n'osent rien dire. Bon, il y a quelques médecins qui râlent un peu, mais vous les voyez, les aides-soignantes, on leur dit qu'il faut gaver les patients. Enfin, moi, j'ai lu dans ce livre, là, Omerta à l'hôpital, ils disent qu'il y a des aides-soignantes qui sont obligées de mettre des vieux patients, des personnes âgées dans les EHPAD. Là, ils les mettent en ligne dans un couloir, ils les passent au jet parce qu'ils n'ont pas le temps de les laver. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que moi, j'avais quand même un peu l'impression d'être au courant. Oui, moi j'avais l'impression d'être un peu au courant, et à chaque fois que je vais en province, par exemple, et je rencontre après une conférence comme ça des gens qui travaillent dans les EHPAD, j'apprends des horreurs que je n'aurais même pas imaginées malgré tout ce que je suis en train de vous raconter. C'est toujours mon patron, c'est toujours bien pire que ce qu'on imagine, mais il avait raison, quoi. Et oui, alors on a une perte de sens, alors vous vous étonnez après que les gens se suicident ou abandonnent. Et en fait, donc ça s'appelle le New Public Management. Voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, nos gestionnaires. C'est joli, attention, c'est hallucinant. Donc c'est des gestions quantitatives de flux, le vivant, ils n'en ont rien à faire. L'accroissement des nombres de personnel. Alors il y a quelque chose d'intéressant, je ne sais pas si je l'ai mis là, mais c'est pas grave. En France, le personnel administratif dans nos hôpitaux est à 35% du personnel. Il y a 35% du personnel de nos structures hospitalières qui sont du personnel administratif, versus 22% en Norvège, 23% je crois au Danemark, vous n'en voudrez pas si j'inverse, mais je sais pas, 22-23% en Allemagne. C'est quand même hallucinant, on travaille pas mieux, on soigne pas mieux les patients qu'en Allemagne ou qu'en Norvège ou qu'au Danemark, surtout maintenant, plutôt beaucoup moins bien. 35% de personnel administratif, mais bon, je sais pas, je voyais hier, il y avait un hôpital, il y avait 800 malades et plus de 800 administratifs. Moi, de toute façon, quand je suis arrivée à Hérold, en 73, il y avait 400 malades, 40 administratifs. On a fusionné Hérold et Bretonneux pour faire l'hôpital Robert Debré, la 19e, et après, on avait 400 administratifs pour 400 malades, 88. Maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas le chiffre, je n'y suis plus. Mais je dis, même en 15 ans de temps, on est passé de 40 à 400. Oui, c'est ça, à Hérold pour le même nombre de malades. D'Hérold à Robert Debré. Je vous conseille à cet égard le livre qui est toujours actuel de monsieur Even et Debré, et Bernard Debré, qui avait publié en 2004 Avertissement aux malades, il y avait malades, aux directeurs, aux soignants, enfin voilà. Et dedans, il donnait des chiffres aussi sur cette transformation du nombre d'administratifs dans les hôpitaux. Bon, moi je vous dis celle que j'ai vécue, mais c'était général. Donc, rétention de la qualité des soins, stratégie de défense, on en a un petit peu évoqué tout à l'heure. Les ARS, pouvoir absolu, on les appelle l'inquisition, nous, parce que l'ARS, effectivement, a le pouvoir de dire, monsieur Untel n'a plus le droit d'opérer les cancers de l'enfant, par exemple. Ce qu'ils font, vous recevez une lettre en disant, monsieur machin, nous avons décidé, vous n'avez plus le droit de faire chimiothérapie à partir du 10 août, c'est ce qu'ils avaient décrété chez nous, ils ont décrété ça le 1er juin. Une lettre signée, après on vous dit, l'ARS a décidé. C'est hallucinant. D'autres, c'est le chirurgien, non, ils n'ont pas le droit de faire les cancers d'enfants à partir de temps. L'ARS a décidé. Et aucune structure d'appel, vous n'avez pas été entendu, vous n'avez pas donné d'arguments, c'est vraiment c'est l'inquisition. Quand même, on n'est pas brûlé vif. On n'est que... Non, mais c'est vrai, il y a quand même des petites améliorations. Mais
avec les siècles. Mais en tout cas, on est brûlé professionnellement, c'est clair. Hein, et bon, après, on parle de burn-out, mais oui, c'est brûlé, effectivement. Donc voilà les autorisations d'exercer. Nos diplômes ne valent plus rien, puisque bon, on est cancérologue, on est pédiatre, etc. Mais il faut l'autorisation de monsieur le directeur machin qui a décrété que. En Ile-de-France, jusqu'à pas longtemps, c'était Claude Évin qui était le ministre de Cahuzac d'ailleurs. Mais lui, il n'y avait pas de souci. Ben oui, mais en 91, c'était le ministre de Cahuzac. Ils ont fait la loi Évin-Cahuzac à l'époque. Et lui, il a continué à être le directeur de l'Agence régionale de santé de France jusqu'à un an ou deux. Et maintenant, il défend les labos dans un gros cabinet d'avocats international. Ben voilà, hein, la boucle est bouclée, comme dit à l'autre. Voilà, et ben, c'est ces gens-là qui ont décidé qu'ils fermaient la radiothérapie de mon collègue, qu'ils fermaient mon service, qu'ils fermaient et la radiothérapie de Pontoise, je ne sais plus où. Enfin, c'est hallucinant. Voilà, donc... Il faut ressortir la guillotine. Oh, moi, je suis pas pour le sang. Hein. Ah ben, oui. Bon, le but, c'est donc de... Bon, après, t'as toujours pire, je sais pas. Bon, voilà, donc il faut, en fait, le but, c'est augmenter les essais. Chez l'enfant, ils l'ont fait de façon remarquable. J'avais les chiffres qu'on avait eu. Donc, chez l'enfant de moins de 15 ans, 1700 enfants atteints par an. Vous avez 2439 essais, soit 1,43 par enfant en 2013. Alors qu'en 2008, il y avait 1100 au lieu de 2439. Et je vous rappelle qu'avant, on savait les guérir quand même. Hein. Donc, ça veut dire que maintenant, ils rentrent tous dans les essais, mais sinon, les patients, on les enlève. Voilà. Et des chiffres hallucinants. C'est hallucinant, oui. Là, je tente le diable en me réinstallant, mais 20% du chiffre d'affaires des pharmacies sont des médicaments qui coûtent la peau des fesses. Ça, le public, c'est pas, mais c'est des médicaments. C'est ce qu'on essaye de... Il y en a 60. C'est ce qu'on essaye de leur dire aux gens, mais en plus, par mois, hein. Si vous voulez, il faut comprendre quelque chose de plus que ça. Hein, nous, on essaie de se battre avec mon mari là-dessus parce que il y a quand même pas mal de cancérologues, de pharmaciens peut-être, enfin de gens qui sont un peu au courant, qui essaient d'appeler sur le prix des médicaments, qui est un scandale absolu, qui est absolument pas justifié. Hein, si vous lisez Goethe, il n'y a pas d'explication par la recherche, il n'y a pas d'explication par tout ça. C'est l'OMS l'avait bien dit, je crois que je l'avais mis dans le bouquin. Même les services du Premier ministre ne sont pas au courant des prix. Non, mais ils avaient dit, de toute façon, non, mais les firmes mettre les prix les plus élevés possibles que le système de santé du pays donné peut supporter. Hein, c'est écrit comme ça, je crois. Enfin, c'est mieux dit peut-être, mais voilà. On supporte quand même, puisqu'il continue. Et alors, mais le grave et le gravissime de l'histoire, c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de refaire la littérature médicament par médicament, pour vous le démontrer. Bon, on l'a déjà démontré dans le cancer, les bonnes questions pour les maladies qu'on a traitées, c'est qu'en plus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est-à-dire que non seulement ça n'améliore pas la durée de survie des malades, mais ça perd des chances de survie puisqu'on ne leur donne pas les traitements éprouvés et qu'en plus ça les tue volontiers, alors 3%, pas tous, d'accidents parce que c'est des médicaments qui n'ont pas été testés. Et alors, je vous raconte quand même l'histoire quand même le tour de passe-passe qu'ils ont fait. On a parlé beaucoup de l'inversion des normes du travail en loi travail, mais en même temps, nous qui travaillions sur les médicaments, on découvrait l'inversion des normes en matière d'autorisation de mise sur le marché. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand même, enfin il y a 10-15 ans, les labos, ils faisaient des essais sur les drogues, etc. Et c'était eux qui payaient les drogues, ça durait 15 ans, ils payaient les examens en surplus, etc. Ça durait 15 ans. Bon. Mais au bout de ça, ils vous disaient, voilà, avec mon médicament, vous allez avoir 10 ou 15% de plus de chances de guérison pour tel type de tumeur. Vous aurez 60% de cancer du poumon avec tel truc qui guérit contre 40% avant. Donc on donnait l'autorisation de mise sur le marché après 15 ans d'essais thérapeutiques. Mais alors c'était quand même drôlement long maintenant qu'on est pressé, qu'il faut avoir des sous vite fait, etc. Et donc ils ont changé les normes. C'était qu'à partir de 2009, enfin même avant, mais enfin 2009 c'est publié, ça s'appelle Réciste, on a mis des références un peu partout. Ils ont publié que les nouveaux critères d'obtention des autorisations de mise sur le marché partielles, fractionnées, appelez-les comme vous voulez, transitoires, etc. Mais ils les donnent non plus sur l'augmentation de chances de guérison des malades, ou en tout cas de rémission complète, de vie, quoi. Enfin, vous avez envie de vous soigner des gens, c'est pour qu'ils soient vivants 5 ans après. Hein. Non, là on vous prend votre scanner, on regarde une petite boule là, il y a 2-3 méta, 4 méta, on va choisir une et puis on va la regarder au bout de 4 mois.
enfin c'est des experts entre guillemets du laboratoire payés par le labo, qui fait cette étude qu'on n'appelle plus un essai parce que c'était passé un peu mal maintenant dans les oreilles. Alors c'est plus les essais, c'est plus les tests, ce sont les études pivots. C'est pas joli ça? Les études pivots, ouais. Et alors les études pivots, on les juge sur une cible à 4 mois. Et là, évidemment, c'est les experts en plus du labo. Ils n'ont pas intérêt de dire trop souvent que ça marche pas. Donc ils disent stabilisation, survie stable, mais c'est pas la survie du malade, c'est la survie de la cible. Et il y a une espèce de survie sans progression, un truc comme ça, oui. Survie sans progression. Et vous vous rendez compte qu'on donne, et là, ils vont avec leur étude cible, leur étude pivot sur 100 malades, 150 malades, demander l'AMM, à la FDA, à l'EMA. Et ils l'obtiennent. Et on leur dit, ah ouais, c'est 150 malades, etc. C'est pas beaucoup, mais enfin bon, à revoir. C'est pour ça qu'on vous dit fractionné, parcellaire, transitoire, etc. Mais on vous la donne. Et en plus, alors à ce moment-là, l'EMA a dit que, en l'occurrence, l'Agence européenne pour nous dit qu'il faut la commercialiser. Il ne donne que 5 minutes. L'EMA dit qu'il faut commercialiser. Et alors nous, qu'est-ce qu'on a comme possibilité en France? On est obligé d'accepter, puisque c'est l'Europe, n'est-ce pas? On est obligé de commercialiser. Par contre, on a la liberté de ne pas le rembourser par la sécurité sociale. On va rigoler, on est un pays sympa quand même. Madame Touraine, elle va quand même pas refuser que ce soit remboursé par la sécurité sociale et pour tout le monde. Et donc, en fait, et le prix, on a aussi le droit de choisir le prix. C'est le comité CEPS, là, et social, qui a une petite commission du ministère, qui décide du prix, et c'est la ministre qui signe. Hein. N'oubliez jamais que c'est la ministre qui signe. Sur parce des références européennes qu'ils ne connaissent pas. Oui, mais elle signe. De toute façon, on lui dit qu'il faut signer, elle signe. Et elle signe, c'est là qu'elle signe sur 5 000 euros par mois, etc. Et évidemment, elle dit l'hôpital ne va pas pouvoir payer ça, la clinique ne va pas pouvoir payer ça. On va lui payer, je sais pas, 6 000 euros pour un séjour de 5 jours d'un malade atteint de cancer. Donc, elle ne va pas pouvoir payer un traitement de 5 000 euros. Donc, on a inventé, avec le plan de cancer, en 2003, la liste dite en sus des groupes homogènes de patients. C'est-à-dire que normalement à l'hôpital, le directeur de l'hôpital, il doit vous payer le séjour, l'infirmière, la bouffe, n'est-ce pas, de 3,75 euros par jour, ça revient les repas. Et c'est pas pareil que les drogues. Hein. Et puis vos médicaments, mais évidemment ils ne peuvent pas sur 100 000 euros payer les médicaments. Alors on les a mis à part et ils sont payés directement à ces prix complètement délirants, plus chers que l'or, sur cette liste en sus, décidée dans une commission opaque du ministère de la Santé, qui est normalement mise à jour tous les ans, et en pratique on reste très longtemps sur cette liste pour être payé à des prix délirants par la Sécurité sociale directement. Ça fait 2,5 milliards d'euros en médicaments. Attends, 2 milliards, oui mais 2,8 milliards, enfin en 2013 ça a dû augmenter, plus, oui mais attends c'est pareil. Ouais, ça a dû augmenter, ça augmente oui. Un coup de 8% mois par mois. Mais enfin déjà, mettons autour de 3 milliards, mais pire que ça, on a quand même les 2 milliards d'euros, en plus des matériaux innovants, parce qu'on fait pareil pour le cœur, le cœur machin, voilà. Et tout le cœur mécanique, là, on pourrait croire que c'est Karma qui paye, mais non, c'est pas les gens qui fabriquent le cœur, eux, ils n'auront que les bénéfices, mais pour l'instant, c'est une expérimentation, c'est un matériel innovant, c'est vous, la Sécu, qui payez à 100%. Voilà. Donc, si vous voulez, ça fait 5-6 milliards d'euros récupérables en une année, et lui, il récupère 10 milliards d'euros sur les médicaments habituels dont on ne discute pas les modalités de paiement, parce qu'on paye avec l'aimant, ça gênerait nos gens du gouvernement si on ne payait pas, enfin, et surtout leurs copains des labos, si on ne payait pas au prix qu'ils demandent. Donc il y a beaucoup de milliards d'euros à récupérer facilement si demain matin on est conseiller du ministre de la Santé. Hein. J'ai conseillé parce que vraiment ça suffit. Hein. Voilà, donc on est dans une mutualisation. Voilà, donc il faut. Bon, j'ai pas le temps parce que il paraît que je suis bavarde. Donc, en gros, c'est assez simple quand même le système. Hein. Il est dans la main des bureaucrates qui ne s'occupent pas des malades, qui sont dans la finance. Si on redonne la liberté aux médecins, aux soignants, aux pharmaciens, etc., de gérer intelligemment leur boulot. On remplit les déserts médicaux parce qu'il n'y a jamais eu tant de médecins inscrits à l'ordre qu'actuellement quand même en France. Donc si on les laisse travailler librement, mais on va pas les gens ne vont pas aller s'installer dans un coin de campagne même sympathique
pour qu'en plus on leur dise, il faut donner ça à votre patient, il faut faire comme ça, après 8 heures vous fermerez parce qu'il faut passer par je ne sais qui pour avoir le droit de voir les urgences. Bah, c'est insupportable. Donc rendre la liberté, c'est la première chose, la liberté de soigner, la liberté de penser, la liberté d'éduquer, la liberté de faire, d'être pharmacien, etc. Je crois que c'est un phénomène général. Et la multiplication, il y a des monceaux d'économies à faire. On a, je sais pas combien d'agences de santé, je vous ai parlé des ARS, mais il y a les agences de ci, de ça, etc. Il y a le sénateur ou le député Bure, je ne sais plus si c'est un sénateur, peu importe, qui avait fait un rapport en 2011 qui nous expliquait déjà qu'il y avait 18 agences à l'époque et qu'il y avait plein d'observateurs et qu'il n'avait pas réussi à les compter. Mais vous vous rendez compte, il ne savait pas compter tous les observateurs de santé qu'on paye avec nos impôts. Voilà. Bon, eh bien, organisation, voilà, à revoir, et on peut continuer dans les questions. Et tout ça sur le dos des citoyens qui n'ont pas leur mot à dire. Ah bah si, vous avez votre mot à dire, il faut les virer, quoi, je veux dire, mais il faut exiger. Alors je crois quand même, il y a un bon d'en soigner et obéir, parce que je n'ai pas le temps de vous le faire, les propositions qu'on fait, il y a quand même une chose absolument indispensable. On a là des candidats, on en a même 11, je crois. Il faut à chacun leur marteler, parce que si on martèle à droite, à gauche, ils se reprennent leurs idées quand même, hein, c'est comme les journaux, là, ils se les copient un peu. Donc, il faut marteler qu'il faut supprimer les ARS, moi je fais un tweet au moins par jour, supprimer les agences régionales de santé, qu'il faut redonner la liberté de soigner aux médecins, la liberté d'installation là où on veut, quand on veut, les prix qu'on veut, puis après ils peuvent toujours fixer un taux de remboursement, mais il faut libérer, parce que si on reste dans le gestionnaire absolu, on est fichu, quoi. Moi j'ai vu débureaucratiser, c'est un mot pas joli, mais enfin je l'ai repris, puisque c'était Sud Fillon hier soir, donc il a dit, moi j'ai insisté, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Débureaucratiser, c'est vraiment supprimer les agences qui nous empêchent la liberté, mais faut pas s'arrêter là, quoi. Faut tout le reste avec, mais il faut insister auprès de tous les, moi je crois vraiment on a intérêt à marteler auprès de tous les candidats et des futurs députés qui peut-être un jour voteront autre chose que ce que leur groupe leur dit de voter, je sais pas moi. Oui, mais madame, un Oui, cinquième madame. des députés à l'Assemblée nationale, depuis quasiment toujours, est médecin. Alors vous faites quoi? Il n'y en a pas un qui bouge. Ils sont pas beaucoup Ils sont tous médecins. collabos. Ah, Ils sont surtout députés. Ils sont surtout députés. Ils sont surtout. Parce qu'être médecin, qu'est-ce que ça veut dire? Et même Debré, vous prenez Debré, machin. Debré, il a quand même. Alors, c'est pas spécialement mon pote. De santé, pharmacien, médecin, biologie. Ah non, les pharmaciens, il n'y en a pas. Venant de l'industrie pharmaceutique. Ah ceux qui viennent de l'industrie pharmaceutique vont tout de suite à vous expliquer pourquoi ils aident les pharmaciens, les lobbies. Non, mais il y a un groupe de 70 députés qui sert de relais à l'industrie pharmaceutique. Ben oui. À l'Assemblée nationale. Ouais, mais bon. Et ils se font payer des petits voyages en Inde et tout. Attention, vous voyez, le générique va nous bouffer le business. Ben, exactement. Donc vous dites, allez voir les 11 candidats. Mais Mais c'est pas le candidat, c'est l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui vote les lois. Oui, mais moi je dis pas. Moi, j'ai commencé par les candidats parce que là on est. Et je dis. Et aussi tous les députés. Moi c'est pour ça je crois que. C'est pour ça que je pensais que j'allais en vendre 100 000 de bouquins soignés au bouillard. Avec tous les gens qu'il fallait aller voir. Non, je rigole. Mais non, mais vraiment il faut aller voir. Il faut effectivement aller voir nos élus ou alors il faut changer de système. Mais si on a des élus, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont là pour aider les citoyens. Et qu'ils Il faut les payer pour qu'ils comprennent. Les députés sont là pour aider les citoyens. C'est bon, hein, c'est un scoop, hein. Merci. C'est un scoop, hein. Attendez, on va prendre la parole dans l'ordre. L'assistance publique, j'ai bien sûr. Oui, Attends, c'est bon. oui, justement, la question, Mais oui, c'est Merci de votre écoute, quand même. est-ce qu'à l'origine de ce système, il y a une quinzaine d'années, bon, aujourd'hui, on le voit clairement, il y a une très grosse bureaucratie, et les médecins, d'après ce que vous dites, ont été quelque part du côté. Enfin, c'est plus le moteur du système. Ah non, plus du tout. Hein. Est-ce qu'à l'origine vois d'une pas. quinzaine d'années, on peut identifier une filière, disons industrielle ou politique, qui a été à l'origine de la mise en place de systèmes, à la fois, je dirais, économique et idéologique? Ou non? Oh, si, Depuis 30 ans. c'est quand même. Depuis 30 ans. C'est le Ça a Golden commencé il y a 30 ans, on a Boy. laissé faire. Voilà. C'est le Et aujourd'hui, Golden on est Boy. en période de- Evin, Cahuzac, Juppé, Oui. etc. 80. Oui, 25, c'est à ça. peu près. Et Couty, et moi, écoutez, moi, ça me fascine un peu. Je ne fixe pas sur Couty particulièrement, mais il a été mis comme médiateur, là, soi-disant, pour les pauvres médecins harcelés et qui se suicident, etc. Alors, Marisol Touraine
a dit je vais faire une commission, hein, comme d'habitude dans ces coups-là on fait une commission, et comme médiateur elle a pris Édouard Couty. Bon, j'ai rien de plus contre Édouard Couty que contre d'autres, mais en fait ça m'a un peu fascinée parce que moi je me souvenais d'avoir été des réunions du SROS, schéma régional d'organisation sanitaire en 95, et il me semble bien que c'était déjà Couty, et puis après on l'a revu dans des tas de réunions, c'est toujours les mêmes, depuis 30 ans c'est toujours les mêmes. Et effectivement, et ils ne sont pas tellement teintés de droite ou gauche, parce qu'en fait, ils sortaient par la fenêtre, ils rentraient par la par la porte, peu importe. Avec les changements de gouvernement, moi j'avais un patron, alors ça c'est plus ancien, mais qui était toujours fort au ministère, et bon, j'avais à peu près un petit peu avant les années 90, mais déjà à l'époque, on voyait bien que c'était toujours les mêmes. Et effectivement, ça a été un choix au moment du changement de 84, où on a dit on passe à la société des Golden Boys, la société Thatcher, etc. Le fric, quoi, la finance, et à partir de là, on a vu se mettre en place tous les systèmes et les rouages pour imposer aux médecins, finalement, de passer par la volonté des gestionnaires, également le service de la finance. Oh, puis alors les autres ils appliquent, hein, parce que c'est aussi des robots, hein, les gens qui sortent de l'école nationale de Rennes. Pour les directeurs, ils deviennent aussi des robots, ils appliquent aussi. La sécurité sociale, au niveau de la Caisse nationale, je sais qu'il y a par exemple un service de prospective qui me paraissait faire une prospective de manière un peu étrange. Pourtant, c'est eux qui payent. Qu'est-ce que, au niveau des journalistes parisiens, qu'est-ce qu'ils disent? payent, Bah, c'est si tout. vous voulez, Ils non, payent, c'est tout. oui, non, maintenant, moi Par rapport à l'Allemagne, par rapport à d'autres pays où ils ont le pouvoir de fixer le prix des médicaments, ici c'est. Mais non, mais ici, il y a plus de sécurité sociale. Et Moi, c'est je veux dire, CEPS, j'ai c'est toujours. donc la ministre qui a tout pouvoir. Moi, j'ai toujours défendu beaucoup le système, d'autant que bon, c'était familialement, si vous voulez, quelque part, à la limite, puisque mon papa était un des fondateurs. Néanmoins, je dois quand même reconnaître que depuis les années 80 et de plus en plus, il y a de moins en moins de sécurité sociale, puisqu'elle est sous l'ordre de l'État. C'est l'État qui décide. Le directeur de la sécurité sociale, bon, ils ont toujours été nommés, signés au Conseil des ministres, mais enfin, ils avaient une certaine autonomie quand même. Ça avait quand même très longtemps que c'était quand même le directeur général de la Sécu qui était, même du temps où mon père y était encore, c'était quand même déjà le Conseil des ministres qui signait. Mais enfin, c'était une formalité. Et puis après, c'est plus devenu une formalité. Le directeur de la sécurité sociale est nommé par le ministère. Moi, je sais pas, au moment où ils nous ont fait un joli service à Garches avant de le fermer en 2004. Donc c'était Xavier Bertrand, je crois, qui était au ministère. Et son adjoint, je peux me souvenir son nom, c'était un nom un peu belge, Van Deringen ou un truc comme ça. Van Rekegen. Voilà, et ben il a été nommé directeur de la Sécu après être sorti directement de je ne sais plus ce qu'il était, directeur adjoint, peu importe. Directeur général de la... Non, mais il était au ministère avant d'être. Oui. Il est au ministère, une fois que Xavier Bertrand est parti, il a été nommé directeur général de la Sécu. Il n'a plus de sécurité sociale autonome, ça n'existe pas, ils appliquent. Et dans les choses que j'ai pas eu le temps de vous montrer, évidemment, on peut régler le problème de la sécurité sociale rapidement, enfin du soi-disant trou, en ramenant la sécurité sociale à son but initial, c'est-à-dire c'était paritaire et c'était pour soigner les gens. C'était pas là pour faire de la prévention, utile ou pas utile, c'est encore un autre sujet, des vaccinations, des campagnes. Ils nous font des campagnes là dans la rue sur je sais pas quoi, sur faut faire le garde-à-vue ou autre chose. C'est pas le rôle de la sécurité sociale, c'est absolument pas ça. Si vraiment le ministère de la Santé ou de la Recherche veut faire quelque chose, c'est pas du tout à la sécurité sociale de le faire. Or, il y a des tas de dépenses comme ça qui ont été mises sur le compte de la sécurité sociale, décidées par l'État et qui disent c'est la Sécu qui paye. À commencer par cette liste en sus, qui est quand même... Vous vous rendez compte que, je vous ai parlé rapidement de l'étude Pivot sur 150 malades, hein, qui maintenant, en gros, groupe les phases 1, phase 2, c'est-à-dire, bon, en fait, hein, c'est le premier essai chez l'homme, en fait, hein, l'étude Pivot, phase 1, puis on mélange vraiment avec la phase 2 pour savoir à quoi ça sert, on fait 150 malades, et puis on le commercialise, et vous avez là les mêmes, thérapie précoce. Vous pensez, est-ce qu'il y a un malade qui peut imaginer, quand il n'est pas dans le coup, quand il ne nous a pas entendu, quand il n'a pas réfléchi, que vous avez un médicament qui paye 5 000 € par mois, qui a l'autorisation de mise sur le marché, parce que vous l'achetez éventuellement chez votre pharmacien, donc il y a la même, qu'on vous dit c'est un miracle, et que votre médecin est content parce qu'il va quand même rentrer dans une étude, il va pouvoir aller en labo machin, puis il a l'impression de faire de la recherche, il est content. Bah oui, quelque part il est valorisé aussi, sinon il est exclu du groupe. Comment un malade peut imaginer que c'est une perversion ?
Hein, moi j'ai vu hier ou Et avant-hier. maintenant, il est payé, plus il vaccine, plus il touche. Ah bah, le vaccin, oui, bah, en plus, il y a les primes, il y a la corruption organisée du médecin généraliste, hein, quand même de plus en plus qui refusent. Hein. Quand même, hein, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, c'est la fameuse ROS. Hein. 15%. C'est ROS, alors traduit ROS, c'est Rémunération sur objectif de santé, choisie par le ministre de la Santé. Et quelle compétence a le ministre de la Santé pour dire qu'il faut faire du PSA pour chercher le cancer de la prostate, qu'il ne faut jamais faire, on n'a pas le temps de détailler, qu'il faut faire des mammographies chez les femmes systématiquement alors qu'il ne faut jamais faire, et maintenant c'est bien démontré par des études internationales qu'on n'a pas le temps de détailler. Il faut Tout ça on a publié. Qu'il faut prendre des tas de médicaments 5 ans alors que 2 c'est déjà beaucoup. Voilà, et c'est ça les objectifs de santé choisis par le ministère. Et là-dessus on leur donne 8 000 € et Madame Marisol Touraine se permet tout de même de dire à la radio qu'on leur donne des sous aux médecins et que c'est formidable, etc. Alors qu'en fait on les achète. Alors il y a ceux qui sont conscients qu'on les achète, il y a ceux qui sont... Oui, on les robotise, hein, les gens ils n'ont pas forcément tout le temps d'analyser tout ça, quoi. Moi je comprends bien, hein, je veux dire, il y a tellement de mystification. Si vous voulez, pour les nouveaux médicaments miracles par exemple, on l'a fait dans Cancer, les bonnes questions contre 4 cancers, et on le fait, si vous voulez aller sur mon site, hein, Nicole de Lépine, mais c'est Gérard qui les fait, sur drogue par drogue. Là, on est en train de les faire drogue par drogue. Parce que justement, le CESE, c'est quoi CEPS. Non, le CESE, je sais pas, enfin bon, il y a un comité quelconque qui a dit que le prix des médicaments, des nouveaux médicaments était trop cher. Et nous, on a dit, il faut quand même qu'on dise aux gens qu'en plus, ils ne sont pas efficaces, qu'ils sont dangereux, parce que ça m'énerve, parce que justement, comme vous dites, les fameux cancérologues et compagnie, qui disent un petit peu que c'est trop cher, ils disent pas qu'en plus c'est dangereux et que ça sert à rien. Donc Gérard il est complètement omnubilé parce qu'il est un peu comme toi sur les vaccinations, lui il est omnubilé sur les nouvelles drogues. Je l'étais sur les médicaments, maintenant je suis passé il est pris un par un, donc on en a publié ils sont sur mon site, hein, vous tapez Avastin ou je sais pas, pris les nouveaux médicaments, les amis à la suite, je crois la Webmaster. Donc il y a l'Avastin, on a dû faire le Votrigent, qu'on appelle Vaurien, mais c'est écrit comme ça. Et je sais pas, il a fait l'herbitude, je sais pas lesquels on a mis, mais on est en train de les mettre successivement. Et vous verrez, et à chaque fois, il me dit, ah bah c'est comme, parce qu'il reprend toute la littérature internationale sur ces médicaments-là, pour montrer que l'étude Pivot qui a dit que ça, c'était bien, 5 ans après, pour ceux qui sont quand même commercialisés depuis longtemps, justement, avec l'AMN, ça n'a servi à rien, voire moins bien. Il y a quand même un certain nombre de médicaments, vous allez voir, où au lieu où vous perdez 1 an de vie statistique sur tous les malades qui l'ont eu par rapport à la chimiothérapie seule ou à rien. Parce qu'évidemment, ces médicaments étant dangereux et n'améliorant pas les chances de guérison, eh bien, la survie des patients qui ont été soumis est souvent raccourcie. Regardez, allez en voir une alors. C'est la littérature médicale qu'on vous fait là. On essaiera peut-être de le publier de façon un peu vulgarisée. Mais parce que si on ne le fait pas en mettant toutes les références, les gens vont nous dire que vous avez mal lu. Parce que oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que si vous tapez le Vaurien, par exemple, V-O-T-R-I-E-N-T, c'est vraiment le Vaurien celui-là. On était un peu obsédés par ça, parce que le donner à tout ça comme département, ça ne sert à rien à chaque fois. Ah, tu crois pas, non. Bon, donc on l'a fait. Et ben mais si vous tapez comme ça, si vous tapez sur Google, vous avez 19 articles sur 20 qui sont publiés par les labos en fait. Si vous regardez la signature, donc si vous n'allez pas chercher la source, les malades inclus, etc., vous vous faites complètement avoir par cette publicité qui est noire, quoi. C'est comme BFM pour la publicité, c'est pour la politique. Là, on va passer.